Le podcast de cette semaine est présenté par le Electronic Recycling Association, ERA, qui est un organisme à but non lucratif dont on vous a déjà parlé ici sur le Sans Fil podcast. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils prennent votre vieux matériel électronique, ils le renippent et ils le donnent à des gens dans le besoin. En ce moment, la plupart des cours sont faits à distance. La plupart des travaux, en fait, sont à la maison. Donc, vous avez plus que jamais besoin d'appareils électroniques qui fonctionnent et c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. Si vous avez du vieux matériel électronique à la maison que vous voulez vous débarrasser, mais vous avez peur de le faire parce que vous voulez pas que vos données suivent dans le fond parce qu'on met de tout sur nos cellulaires, vous savez de quoi je parle. Electronic Recycling Association s'organise pour détruire physiquement les données, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça et c'est parfait pour donner au suivant. La deuxième vague bat de son plein, puis il y a des gens en ce moment qui se retrouvent dans une situation très précaire qui auraient besoin de soutien, donc pensez-y. Si vous avez une cueillette à planifier, vous pouvez appeler au 1-877-939-2783 ou sinon, vous pouvez leur écrire ou aller sur leur site web, www.era.ca. Fait que merci la gang de ERA, puis c'est ça. L'épisode de cette semaine est également présenté par nos amis chez Polysleep. Vous savez, la saison des cadeaux du temps des fêtes arrive à grands pas. Et quel meilleur cadeau qu'un oreiller Polysleep? Doom puis moi, on dort sur les oreillers Polysleep. On ne jure que de ça. Vous pouvez l'agrandir, la rapetisser selon vos préférences de sommeil. Puis, écoutez, c'est parfait pour mettre en dessous du sapin de Noël ou pour envoyer à distance si, comme moi, vous faites un échange à distance parce que Noël est un petit peu cancellé cette année. Là. On va se dire les vraies choses. Là. Donc, si vous voulez envoyer ça à des gens, c'est un cadeau parfait. Également, durant le mois de décembre, Polysleep, à chaque matelas vendu, ils vont poser 5 arbres. Donc, c'est une super belle façon aussi d'encourager l'environnement, d'encourager les entreprises d'ici, québécoises, qui mettent la main à la pâte, en fait, pour lutter contre les changements climatiques. Donc, on a un code promo pour vous, en fait, qui se trouve à être DSF25 pour 25% de rabais sur tout, excepté les sommiers. Et ce code promo-là est valide jusqu'au 22. Honnêtement, pour Noël cette année, offrez-vous le cadeau d'un bon sommeil. Ça, c'est un tagline que je viens d'inventer. C'est hot, je devrais travailler en marketing. Merci, Polysleep. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Vous savez que le Studio SF est en location, donc si vous voulez partir votre propre projet de podcast, on loue le studio. On approche maintenant la pleine capacité. Nicole, il travaille à peu près 55 heures par semaine, mais il reste encore de la place. Donc si vous voulez partir votre propre podcast ou amener lui que vous avez à un autre niveau, ne tardez pas, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Il peut faire au moins 80-90 heures semaine facile, Nicole. Ouais, les chaînes, ils font même pas encore mal aux pieds. Là. Moi, de toute façon, je vis ici, fait que... Exact. C'est ça. All right. Cette semaine, Dom? Pour vrai, cette semaine, un podcast particulièrement fascinant. C'est toujours vraiment tellement enrichissant de rencontrer quelqu'un qui est une sommité dans son domaine. Et cette semaine, on a, comme vous l'avez vu dans le titre, Sonia Lupien, qui est chercheur en neurosciences, qui est une spécialiste incontestée, une sommité dans les études sur le stress. En fait, elle connaît tout sur le stress. Et c'est quoi le stress? Pourquoi on vit du stress? Comment dealer avec le stress? Quelles sont les causes du stress? Certains pourraient dire que le stress n'a pas de secret pour elle. Aucun secret. Aucun secret. Puis justement, tu sais, le stress, on en vit tous, c'est normal. Il faut apprendre à dealer avec, à l'accepter, à l'apprivoiser, parce que c'est pas que négatif. Le stress, c'est ce qu'on va, ce que vous allez découvrir dans le podcast. Il y a ce beau livre Par amour du stress, pardon. Une nouvelle édition revue et augmentée, nouvelle édition 2020 avec les plus récentes données scientifiques. Alors, tu sais, ici, on n'est pas dans l'ésotérisme et le woo, c'est vraiment... Le woo. On est vraiment dans la science, mais c'est super, je pense, important même parce que, tu sais... Capital de savoir comment dealer le stress parce que ça nous affecte tous, puis surtout en ces temps troubles, en ces temps difficiles, c'est particulièrement important de savoir gérer ce stress. Alors...
Mais on a quelque chose à ajouter? Ben, en fait, on n'a pas rien à ajouter à part que c'était un réel plaisir. Des fois, il y a des podcasts où est-ce que la conversation passe comme un claquement de doigts. Puis c'était le cas avec Sonia aujourd'hui. Si vous aimez la conversation, évidemment, commentez. Commentez. On peut pas vous demander de commenter assez. Fait commentez plus encore. Participez à la conversation. On vous lit. On répond pas à tout le monde, mais on vous lit définitivement. Laissez des thumbs up, des ratings. Parlez-en à vos amis. Vous savez, tout le tcha-tcha. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Un, deux, trois, go. 1, 2, 3, go. Merci beaucoup d'être là. Mais mon plaisir. En ce lendemain, tout le monde en parle quand même. Oui, pourquoi pas. On était bien contents de voir ça parce qu'on s'était parlé il y a une couple de semaines, de voir que la veille de notre rencontre, ce passage-là, fait que c'était plaisant. Oui, c'était super le fun. Cool. Pas trop stressant. Vous avez abordé beaucoup le climat actuel de stress. Non, mais je parlais plus de la gang de Tout le monde en parle. Mais c'est noté pour la suite, par exemple. C'est ça, vous avez parlé beaucoup de la situation actuelle avec, j'imagine, le stress qui monte pour tout le monde, là, puis personne ne s'exclut de ce stress collectif-là, là, loin de là. Puis on va en parler tantôt, mais j'aimerais initialement qu'on parle de stress en général. Ouais. Parce que je t'entendais en parler dans plusieurs conférences ou entrevues que tu as fait qui sont disponibles en ligne. Puis c'est fascinant que ce soit une réaction du corps à des stimuli externes qui sont là depuis tellement longtemps. Là. Mm-hmm. Fait que le stress, initialement, à quoi ça sert? Pourquoi on devient stressé dans la vie? Oui, puis ça, c'est une Moses de bonne première question parce que, je le dis tout le temps, les gens sont terrorisés par le stress et je leur dis, oubliez pas, là, le cerveau, il est pas mal plus paresseux qu'on pense. Puis je dis tout le temps aux gens, on a peur du stress, mais pensez-vous sincèrement que le cerveau aurait créé le stress pour nous écœurer en bon québécois? Comme juste si je se levais négatif, le matin, là, ouais. je vais écœurer Dominique. Donc, si le stress existe, c'est que ça sert à quelque chose. Lui, à chaque fois qu'il fait quelque chose, et ça sert à survivre. Donc, on n'aurait jamais survécu à quoi que ce soit. On serait incapable de survivre à la COVID si on n'était pas stressé. Puis comme je disais aux gens, depuis le 14 mars, à tous les matins qu'on se lève, toute la gang, on est stressé. Ouais. Pourquoi? Parce que le cerveau fait sa job, il détecte une menace. Donc, comment je fais pour assurer la survie quand je suis un cerveau? Bien, il faut d'abord que je sois capable de détecter une menace. Puis on va voir peut-être plus tard que c'est pas si simple que ça. Mm-hmm. Et quand il détecte une menace, eh bien, il va activer un système bien compliqué, c'est pas important, qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, on va produire des hormones de stress. OK? Et ces hormones de stress-là vont nous permettre de faire les deux seules choses qu'on peut faire si on veut survivre à la menace, combattre ou fuir. Ça, on l'a tout appris au cégep. Mm-hmm. Moi, je vais continuer l'histoire. Parfait. Dans les deux cas, que tu décides de combattre ou de fuir, tu as besoin d'une seule chose, d'énergie. Et ce sont ces hormones de stress-là qui nous ont donné l'énergie, bien mon fameux mammouth, dans le temps du mammouth, pour soit tuer la bête, la manger et survivre, ou partir à courir, c'était trop grosse. Ouais. Et nous voici ayant survécu au mammouth. Donc, c'est bien important de comprendre ça. Tu sais, c'est pour ça que quand on est stressé, on est tendu, on est 6 fois plus fort qu'à l'habitude. Si tu as déjà essayé de séparer deux tout petits d'une cour d'école qui se battaient, là, tu vas dire, voyons, il était bien fort. Pas fort, il était juste bien stressé. Ouais. Et c'est ce qui va faire qu'on va être capable de générer cette réponse de stress-là. Puis ce qui est le fun en science, parce que nous, dans notre labo, c'est rare que je vais utiliser des questionnaires pour vous demander si vous êtes stressé. Vous n'avez même pas la même définition, les deux. Exact, c'est ça. Fait qu'on mesure ces hormones de stress-là. Avant, on les mesurait dans le sang. Mais ça ne marchait pas notre affaire parce que suffisait-il que j'arrive avec une seringue, tout le monde se mettait à stresser, je n'avais même pas commencé. Fait que ça, c'était pas très pratique. Fait qu'aujourd'hui, on peut mesurer ça dans la salive. Moi, j'ai juste mon petit spitter que j'appelle, là, je fais cracher le monde. On peut mesurer ça dans les cheveux. Puis ce qui est le fun dans les cheveux, c'est que les hormones de stress s'accumulent dans les cheveux. Et les cheveux poussent en moyenne 1 cm par mois. Fait que si je prends 3 cm de tes cheveux à partir de la racine, j'ai 3 mois de votre stress. Je peux le mesurer dans la transpiration, dans à peu près n'importe quoi, finalement. C'est quoi l'unité de mesure de ça? Tu veux dire l'hormone qu'on va mesurer? Ouais. Il y a 2 types d'hormones. Hein? Il y a ce qu'on appelle les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, et il y a les glucocorticoïdes, okay? Cortisol qu'on va appeler chez l'humain. Moi, j'ai passé à peu près toute ma carrière à travailler sur le glucocorticoïde, le cortisol. Pourquoi? Parce que contrairement à l'adrénaline, elle, c'est elle qui dit que tu es stressé. Maintenant, je te mène dans mon labo, puis je te stresse, puis là, je te dis, OK, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu étais stressé? Tu vas dire, écoute, 9. Mm-hmm. Je vais dire, OK, comment tu sais? Sur quoi tu t'es fié? Tu dis, écoute, le cœur me débattait. C'est ça, l'adrénaline. C'est elle qui disait, yo,
tu es stressé. Mais le cortisol, lui, c'est l'espion. Lui, tu ne sais pas quand il est produit, mais lui, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur d'une période de 8 à 10 minutes après qu'il soit produit, il remonte à ton cerveau. L'adrénaline, c'est long avant qu'elle remonte, puis c'est bien, bien long. Lui, il remonte directement, puis quand il accède à ton cerveau, il y a une préférence marquée pour les régions, comme je disais, qui sont impliquées dans l'apprentissage, la mémoire, puis comment tu vas être capable de contrôler tes émotions. Et c'est là, c'est à peu près dans les années 1970 qu'ils ont trouvé ça. Et c'est là que c'est devenu intéressant parce qu'on s'est dit, OK, c'est comme ça que le stress peut être associé à l'anxiété, dépression, blabla. Parce qu'il faut bien que ça joue dans le cerveau, là. C'est pas dans le foie que ça se développe, un burn-out, là. Et donc, c'est là que ça va aller jouer. Donc, c'est pour ça qu'on les mesure. Puis si tu en as beaucoup depuis 6 mois, ben je vais dire, écoute, il y a quelque chose qui marche pas bien. Ouais. C'est vraiment intéressant, ça, parce que en fait, avant d'écouter tes conférences puis tout ça, je savais même pas que le stress était une hormone. Là, puis c'était vraiment calculable, tangible et mesurable dans le corps. Je pensais que c'était comme un peu quelque chose d'immatériel, là, que tu le ressens, mais on sait pas trop d'où ça vient. Mais c'est vraiment facile de voir finalement, de mesurer le stress chez quelqu'un. Là, puis je vais aller plus loin. Je vais te donner un exemple, quelque chose de bien intéressant. Si tu prends des patients déprimés puis tu mesures leurs hormones de stress, ils en ont trop. OK? Donc, ils vont être en hyper-production d'hormones de stress. Si tu prends quelqu'un qui est burn-out, donc en épuisement professionnel, il n'y en a plus assez. Comme si un jour, le corps se levait et dit, bon, moi, je t'écœuré, j'en fais plus, je suis fatigué. Souvent, les médecins vont dire que le burn-out, c'est la même chose que la dépression. Nous, en sciences du stress, on est comme, pas du tout. Okay. C'est 2 phénomènes complètement différents. À un moment donné, le corps décide de se mettre à shutdown, c'est comme... Il n'y a plus rien. Versus, dans l'autre cas, on continue à en produire beaucoup. Puis c'est ça qui va aider éventuellement à faire des diagnostics différentiels entre les deux. Fait que passer de stress, c'est pas mieux. Il faut comme trouver le sweet spot de stress, dans le fond. Oui, puis ça, moi, je suis bien contente de parler à des jeunes. Puis je me dis, s'ils peuvent l'apprendre avant nous autres, ça serait fun. Et ce que je dis toujours aux jeunes, arrêtez d'avoir peur du stress parce que c'est ça qui va vous tuer à long terme. Ouais. Ce qu'on sait, là, puis ça, c'est de notre faute à nous. Hein. C'est la faute, je fais mon meilleur culpa, c'est la faute des chercheurs scientifiques et des médias qui, depuis que vous êtes nés, vont vous dire que le stress, c'est négatif, toxique, il faut l'éviter à tout prix. C'est une erreur d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une courbe en U inversée. Donc, prends un U puis V ça de barre, là, entre le stress et la performance. Donc, un peu de stress, c'est super bon. Hein, ça va augmenter ta vigilance. Tu sais, la première fois que ma fille a eu une entrevue pour une job, on jasait à la table, puis quand elle est partie, ma sœur a dit, coudonc, tu l'as stressée. J'ai dit, c'est exactement ce que je voulais. Juste qu'elle soit pas trop effoirée sur la chaise. Là, tu sais, là, mais un certain niveau de résistance. Donc, on a tous un point de résistance qui est différent. Là, on tombe ces effets négatifs. Donc, si tu as peur du stress à temps plein, tu vas te retrouver tout le temps dans le côté négatif, puis là, tu vas souffrir. Ouais. Les deux, on a fait du sport, de compétition, puis justement, avant le départ, faut que tu sois un peu stressé. Là, c'est sûr que ça va avoir un effet positif sur ta performance, mais... Ouais, les fois où est-ce que tu n'es pas stressé, ça marche pas. Là. Mais trop stressé non plus. Puis je le dis souvent, il y a 2 catégories de gens qui savent ce dont je parle. Les athlètes, parce que vous l'avez maximisé. Tu peux maximiser ta performance en étant un peu stressé. Et les artistes. Et moi, je me souviens, une artiste, elle m'avait dit, il y a une fois dans ma vie où j'ai pas eu le trac avant une pièce de théâtre, j'étais pas chaud au bout, tout le long. Fait que tu as vraiment besoin de ça. Mais nous autres, on pense aussi pourquoi il y a autant d'anxiété chez les jeunes dans nos écoles. C'est ce qu'on appelle la sensibilité à l'anxiété. Je m'explique, puis vous allez reconnaître c'est quoi. C'est un peu comme la peur d'être stressé. Donc, quand tu es stressé, je te l'ai dit, ton corps t'envoie des signes comme quoi tu es stressé. Ton cœur bat vite, etc., comme pour te dire, yo, allume, il y a quelque chose, OK? Pour une raison qu'on ne savait pas trop, il y a des gens, quand ils reçoivent ce message-là, ils capotent. Ils ressemblent à un chevreuil pris dans les phares d'une voiture qui arrive à vive allure. Ils ne savent plus quoi faire. Et on ne sait pas trop pourquoi ces gens-là paniquaient comme ça devant le stress. Et une des raisons, c'est qu'on se rend compte, on dit qu'il y a une épidémie d'anxiété dans les écoles, les cégeps, tout ça. Une des raisons, c'est, je ne sais pas quel âge vous avez, là, mais depuis que vous êtes né, là, sur vos réseaux sociaux, n'importe où, on vous dit que le stress est toxique, puis il faut l'éviter. Et ensuite, on s'étonne que quand tu as un petit prout qui a une réponse normale de stress devant un examen, il capote parce qu'il ressent qu'il est stressé. Il dit, ça y est, je meurs. Fait que ça craint l'anxiété encore plus. Là, la peur du stress parce qu'on se l'est fait dire. En anglais, ça s'appelle des stress mindset. Puis là, on se dit, les jeunes, il faut changer les stress mindset. En français, c'est des préconceptions de stress. On regarde bien, les athlètes, vous autres, vous le savez, les chercheurs ont pris deux groupes de gens. Des gens qui ont des préconceptions négatives de stress. Ils vont dire, c'est jamais bon du stress, va être malade, toi. Puis des gens qui ont des préconceptions positives. Tu sais que dans certains cas, c'est bon. Tu mesures les hormones de stress de ces 2 groupes-là. Les gens qui ont des préconceptions de stress produisent plus d'hormones de stress que ceux qui ont des préconceptions positives. Ensuite,
Ils ont pris des gens qui avaient des préconceptions négatives et pendant une semaine, ils leur ont montré des vidéos, des effets positifs du stress. Bien, ils ont été capables de diminuer les hormones de stress. Ah ouais. Et à l'inverse, ils ont pris des gens qui avaient des préconceptions positives et pendant une semaine, ils leur ont montré des vidéos, des effets toxiques et négatifs et ils ont monté les hormones de stress. C'est pour ça que ce qu'on dit, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, je me suis dit, je suis capable de le dire ça, au petit prout. Ce qu'on dit... Au petit prout. Nous autres, on parle aux 5 à 9 ans. Quand t'auras mon Le âge, début du podcast, c'est Sans fil podcast. vous êtes encore des petits proutes pour moi. Mais si je suis capable de leur dire ça, de dire, OK, la journée où tu vas comprendre que le stress... Écoute, ce que tu peux maximiser comme performance une fois que tu le sais, puis tu n'as pas besoin d'être un athlète nécessairement pour le faire, déjà là, tu vas arrêter de capoter avec ça. Il y a tellement d'affaires à unpack dans la conversation, là, c'est fascinant. Juste ce que tu viens de dire là, de l'espèce de démonisation du stress, c'est quelque chose qui est omniprésent sur les réseaux sociaux en ce moment. Là. L'espèce de ultra... Pas nécessairement self-care, mais tu sais, l'espèce de on enlève tous les stressants de notre vie là, pour se recentrer sur nous-mêmes. Ouais. Puis ça, en fait, c'est un peu c'est un peu un cercle vicieux, j'imagine, parce que comme tu l'expliques, si t'as peur à ce point-là du stress, ben tu crées encore plus d'anxiété par rapport à un stress potentiel, puis là, ça devient que tu commences à paralyser devant des affaires. Là, tu sais. Exactement. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que mon livre, il s'appelle Par amour du stress. Les gens, des fois, ils disent, elle est folle raide, par amour du stress. Et puis, dis pourquoi tu as écrit. Parce que quand tu comprends exactement comment fonctionne la bête, c'est somme toute assez facile de la contrôler. Ouais. Mais je pense qu'on stresse beaucoup parce qu'on ne sait pas comment elle fonctionne. Puis, pour te prouver ça, je vais te ramener à une notion qui s'appelle un stress relatif. Hein? Quand on parle de stress, juste pour finir mon petit cours de stress, parce que sinon, on va se perdre dans quelque chose, là, il y a une dernière notion qu'il faut prendre en compte, c'est la différence entre... Je vous l'ai dit, quand le cerveau détecte une menace, il produit des hormones de stress. Ching-ching, c'est réglé. Sauf qu'il y a deux types de menaces. Il y a des menaces qu'on appelle absolues, c'est-à-dire une menace réelle à notre survie. Quelqu'un rentre ici, crie au feu, on ne commencera pas à jaser, on est dehors. Il n'y en a plus bien de ça. Même la COVID, ce n'est pas une menace absolue. Ouais. Et on est entouré de nos jours de menaces relatives. C'est ça, c'est de ça qu'il faut parler. Ouais. Et les chercheurs se sont trouvés pris devant un problème. Ils ont dit, coudonc, tu prends 2 personnes systématiquement, et j'en ai stressé du monde dans mon labo, là. Tu prends 2 personnes, puis tu les exposes à la même situation stressante. Systématiquement, il y en a un qui va réagir avec une réponse de stress, puis l'autre, rien pantoute. Ouais. Ça n'existe pas une situation stressante pour tout le monde, à moins que ça soit menaçant pour ta survie. Là. Et donc, les chercheurs se sont dit, OK, mais il doit y avoir des caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui t'es, l'âge que tu as, la job que tu as, tu vas stresser. Ils ont cherché ça pendant 20 ans et ils sont arrivés à découvrir les 4 caractéristiques dont je parle tout le temps. Puis tu vas voir où je m'en vais avec ça. Ils ont montré que il faut qu'une situation ait une ou plusieurs. Tu n'as pas besoin d'avoir les 4, plus il y en a PC. De ces 4 caractéristiques-là pour que ton cerveau détecte une menace puis tu produises une réponse de stress. Il faut que la situation soit nouvelle. Il faut qu'elle soit imprévue ou imprévisible. Il faut que tu aies l'impression, et ça, là, c'est tellement l'impression que tu n'as pas le contrôle de cette situation. Et ça doit être menaçant pour ton ego. Hein? Quelqu'un qui remet en question ta capacité de faire ta job devant du monde, le petit feeling que tu as, là, c'est ça une réponse de stress. C'est toujours ces 4-là. C'est toujours les 4. Il n'y en a pas d'autres. Écoute, je te mets au défi d'en trouver une. Arrive-moi avec n'importe quel stresseur. Là, je vais faire comme Grégory Charles qui disait « Arrivez-moi qu'une pile. » Je vais la chanter. Moi, je te le jure, moi, te le déconstruire. Et tu vas voir, ça fait 17 ans que les chercheurs en cherchent une 5e. C'est ces 4-là. Tu es capable d'aller le chercher avec ça. Fait que c'est pour ça qu'on stresse, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, imprévisibilité, c'est beau. Mais pense-y, là, si ton cerveau il est capable de produire une réponse de stress devant des caractéristiques comme ça, tu te rends compte à quel point tu as du pouvoir sur ton stress relatif. Si tu changes ta façon de voir les choses, si tu changes ce qui est imprévisible, puis tu t'habitues à cette imprévisibilité-là, etc., ou tu arrêtes de capoter avec la nouveauté, tu vas envoyer le message à ton cerveau que ce n'est pas une menace, boum, il va arrêter de produire des... Donc, on a beaucoup plus de contrôle qu'on pense. Plus difficile à faire qu'à dire, dans le sens que si, mettons, mon ami capote, tu sais, avec quelqu'un avec qui je suis, puis on est devant la même situation, moi, je capote pas, elle capote,
lui dire arrête de capoter, ça va pas nécessairement la faire moins capoter. Ah, je te le dis tout de suite, la dernière affaire à dire à quelqu'un C'est stressé, c'est calme-toi. Try this. Relax! Relax, hey, check, c'est pas C'est pas stressant, je comprends pas, mais c'est toujours comme ça. Ben Fait oui. que c'est ça qui va expliquer les deux différences. Et pour moi, je dis toujours, le stress, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Moi, quand quelqu'un me parle de mon stress, je comprends pas pourquoi il me parle, parce que et donc, c'est la première chose à comprendre. Mais ça nous ramène aux préconceptions. Si tu passes ton temps à dire, mon Dieu Seigneur, c'est menaçant, puis c'est sûr et certain que ton cerveau, tu vas l'amener à détecter une menace, boum, puis il va faire sa job, il va produire des hormones de stress. Puis tu vas te demander pourquoi tu es toute jamais en dedans. Ouais. Parce que tu n'y as pas donné de chance de ne pas détecter des menaces. Fait que je te dis pas qu'on peut tout régler notre stress juste en changeant notre façon de penser. Je suis pas en train de réécrire le secret, c'est pas ça mon but, là. Mais on a plus de pouvoir Mais qu'on c'est ça, pense. on a quand même un certain pouvoir. Moi, j'ai On n'est pas côtoyé victime. des gens qui n'avaient pas un background de, mettons, du sport comme moi j'en ai fait, où est-ce que l'espèce de petite boule dans le ventre, tu la connais, tu l'as apprivoisée, tu as appris à la calmer, à la faire passer de façon secondaire, puis à savoir qu'il y a une fin. Mais moi, j'ai côtoyé des gens qui, quand arrivait, mettons, une charge de travail grande ou, tu sais, une espèce de challenge à surmonter qui devenait pétrifié parce que le stress arrivait, puis je Parce sais qu'on pas leur quoi a faire. jamais tu sais. dit. Toi, tu avais un coach pour te dire, écoute, tu peux maximiser cette réponse-là. Mm-hmm. Mais les jeunes, personne ne leur a jamais dit. C'est pas des farces. On s'en rend compte quand on leur parle, ils sont comme, t'es-tu sérieuse? Ben oui, toi. Il n'y a jamais personne. Puis souvent, je parle aux profs de cégep puis de secondaire. Je dis, quand vous parlez à vos jeunes, qu'est-ce que vous leur dites? Si vous arrivez en classe, mon Dieu, Seigneur, la pandémie, c'est. Et là, à part de stresser tout le monde, je vais te ramener quelque chose, une autre affaire. Tu vas voir jusqu'où ça va. 2015, on organise le gros congrès mondial sur le stress ici à Montréal. Chercheurs de partout dans le monde, les Allemands débarquent avec le résultat le plus flyé, j'ai entendu, sur le stress humain à ce jour, sur la résonance de stress. Et là, ça va expliquer plein de choses. OK. Si je te prends, puis je t'amène dans mon labo, puis je te stresse, puis je mesure tes hormones de stress, elles vont augmenter. C'est tout à fait normal. Est-ce que c'est automatique, ça, mettons? Est-ce que 5 minutes après, tu mesures puis tu vas le voir dans le sang ou... Je vais le voir dans la salive, ça va encore aller plus vite. Bien, je vais répondre à ta question tantôt quand tu vas me demander s'il y a des différences gars-filles. Parfait, OK. on s'en vient là. J'ai hâte. On va s'amuser. Bref, je disais donc, je t'amène dans mon labo, je te stresse, je mesure tes hormones de stress, elles vont augmenter. Maintenant, si je t'amène dans mon labo, je te stresse, puis ensuite j'amène Dominique, puis je dis, toi, là, Dominique, là, t'es safe, je vais pas te stresser, tu vas juste observer ton collègue être stressé. Je Toi, vais t'es passer du l'observ- temps avec pH. Non, je fais juste le regarder, Le OK? regarder. Puis je mesure tes hormones de stress. Bien, tes hormones de stress vont monter en même temps que celles de pH. Vous allez raisonner ensemble. Ah ouais. OK? Et on observe que plus il y a un lien entre deux personnes, mère, fille, chum, blonde, etc., plus vous allez raisonner. Je suis sûre, ça t'est déjà arrivé. Tu es super zen, une journée de bonne humeur. Tu arrives dans un meeting, il y en a un de stressé, tu sors de là, puis tu es comme, voyons, Ouais. on va raisonner. Donc, tu as Ouais. tout ça en plus. Tu as non seulement ton interprétation de la situation, puis OK, comment ça fonctionne, j'ai-tu le contrôle, etc. Mais il y a aussi dans quelles conditions tu vas te retrouver cette journée-là. Et ça va expliquer que des fois, tu vas dire, voyons, j'étais capable de négocier ça la semaine passée, puis là, soudainement, cette semaine, je suis plus capable de le négocier, Ouais. mais tu es peut-être en train de raisonner avec quelqu'un autour qui fait juste augmenter ce que j'appelle ton bidon de stress. Là, ça commence à être pas mal plein, puis là, ça va Mais déborder. c'est fou, ça. Puis on dirait que de le dire, c'est comme si c'est quelque chose qu'on aurait entendu dans des affaires ésotériques depuis Je longtemps, tu sais, qu'on raisonne puis qu'on vibre ensemble, puis tout ça. Mais comment qu'on l'explique scientifiquement, ça? Ah, boy, écoute, là, les Allemands sont pris pour l'expliquer. On n'a aucune idée. Moi, Parce que les autres, ils ont le résultat clinique. Là, c'est comme, ouais, ça, c'est arrivé, mais. Là, on a dit, OK, oui, mais après, oui, mais Ouais. encore. Mais ça expliquait un résultat que j'avais eu en 2001 dont je ne savais pas quoi faire. OK. En 2001, pour la première fois, j'avais montré les effets de débordement du stress parental sur les enfants. J'avais montré que plus papa et maman est stressés, plus son propre enfant produit des hormones de stress. Parce que c'est le parent qui devient le mammouth à ce moment-là. Mais je me disais, voyons, comment ça peut se passer d'un... Tu sais, je veux dire, Toi, tu avais fait cette étude-là, étude clinique avec un échantillon 500 X. petits jeunes. 500 petits jeunes, Ouais. tu en étais arrivé à cette conclusion-là, ne sachant pas comment l'expliquer? Non. Donc, moi, ce que j'avais fait, j'avais mesuré les hormones de stress chez 500 jeunes. J'avais rappelé leur mère. Là, en fait, en passant, message aux jeunes hommes qui m'écoutent. On n'a aucune donnée sur Participez le aux stress études cliniques, des s'il vous papas. On n'en a pas. Fait que c'est pas, je vous dirais pas c'est toujours la faute de la mère, c'est juste que quand on appelle à la maison, le papa il dit oh, problème ma femme. Ils veulent jamais répondre aux questions. Fait qu'on n'a pas de données chez les pères. Fait que OK. on a parlé aux mamans. Qu'est-ce que tu veux, le gars, il nous pourra te donner le téléphone. S'il y a des pères qui nous écoutent. appelle tous les Oui, c'est pères. voici le message que j'ai fait pour mes étudiantes, parce que moi, je vais être partie rendue là. Ouais. Mais on a mesuré la dépression puis le stress chez maman.
Puis plus maman était stressée, plus son propre enfant produisait des hormones de stress. Aujourd'hui, on va dire, ben OK, c'est un phénomène de résonance qui se fait dans la maison. Bien plus loin encore, ils sont allés, tu sais, à la petite école primaire, tu as toujours les mêmes élèves dans la même classe. Au secondaire, ça se mélange. Ils ont mesuré le niveau de stress du professeur puis les hormones de stress des élèves de sa classe, puis ça corrèle. Ah ouais. On n'est plus dans l'ésotérique, là. On est vraiment Dans quelque chose de tangible. dans quelque chose, un système. Ça fait du sens. Pourquoi? Parce que, encore là, pense toujours survie de l'espèce. Tu es dans une meute. Il y en a un qui détecte une menace. Il faut qu'il passe le message. Il ne commencera pas à dire, bon, là, je vais te l'écrire. Ensuite, je vais t'envoyer un courriel. Il faut que ça se fasse très, très rapidement. Puis là, ça va bouger. Tout le monde s'en va. Ouais. C'est fascinant. Ouais. Là, en temps de pandémie, j'en fais moins, mais je fais de la musique dans la vie, puis je fais souvent des spectacles là, avec des bands, tu sais, puis des fois, il suffit que, mettons, tu donnes un show, puis il y en a un dans la gang qui est moins sûr de ses affaires, qui est plus stressé cette journée-là pour une raison X, il est stressé. Ça affecte tout le monde, puis ça se sent vraiment, c'est comme contagieux, là, sa nervosité. Finalement, ça finit qu'on est tout un peu nerveux, puis que ça teinte vraiment notre performance. Fait que c'est fou, tu sais. Puis je pensais justement aussi une autre anecdote personnelle, là, tu sais, en écoutant les conférences, puis justement, quand tu expliquais ce phénomène-là, tu sais, mettons que le parent va arriver à la maison stressé de son travail, puis inconsciemment va décharger un petit peu son stress sur les enfants, pour avoir un effet, tu sais, où il va être plus prompt à lever le ton, puis tout ça. Tu sais, justement, pendant des années, avec mon ex-copine, on faisait des spectacles tout le temps, puis dans des situations vraiment stressantes, de, OK, est-ce qu'on a pensé à tout? Là, on s'en va à 4 heures, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on va être en retard? Est-ce que là, finalement, la remorque fait un flat? Sens du contrôle faible, oui. Sens du contrôle faible. On était toujours ultra stressés, puis on se chicanait toujours. Puis, tu sais, puis maintenant, là, aujourd'hui, on a du recul, puis là, on n'est plus ensemble, on est des bons amis, puis tout ça, puis on dit crime que on était donc bien stressés, puis on se chicanait donc bien tout le temps pour des niaiseries dans le fond, mais on n'était pas capable, ni moi ni elle, de gérer notre stress. Et là, je vais vous dire ce qui s'est passé entre 10 et 20 jours après le début du premier confinement. Donc, je te dirais entre le 20 puis le 30 mars 2020, tout le monde a sauté une coche. Moi, j'ai créé un billet de blog. Moi, j'ai sauté une coche. Je suis pas immunisée contre le stress. Moi, mon cerveau aussi détecte une menace à chaque jour. Là. Ouais. J'ai sauté une coche après mon fils de 19 ans parce qu'il me battait au Scrabble. C'est pas fort, là. Là, je suis dans la douche en me disant « Really? » Ça, c'est 15-20 jours après le premier confinement. Pourquoi? J'ai aussi sauté une coche. Tout le monde qui nous écoute, une énorme coche. Je suis sûre. Puis là, tu dis « Ben, voyons donc. » Tu es en train d'hurler après le petit Jérôme, 6 ans, qui a échappé son verre de lait sur la table de la cuisine. Puis là, tu es là « Ben, voyons. » Puis tu n'es pas capable de te compte. Tu te dis « Voyons donc. » Pourquoi? On appelle ça la colère spontanée, en anglais, spontaneous anger. C'est un signe, tu peux faire ça chez un rat, c'est sûr et certain, et c'est un signe qu'on est en train de s'habituer au stress chronique. Je te donne un exemple qu'on va le faire chez le rat. Si tu prends un rat, puis tu le stresses à tous les jours, bing, 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 tu mesures ses hormones de stress, elles vont diminuer avec le temps. Donc, son système va s'habituer. Là, tu te dis, bonne nouvelle, on va se stresser, on va s'habituer. Il y a un prix à payer. Donc, le rat devient habitué, entre guillemets, à ce stresseur-là chronique, mais il devient hyper réactif à toute autre forme de nouveaux stresseurs. Et donc, là, nous autres, on est en pandémie depuis 20 jours. C'est long, là, ça, en stress. On commence tranquillement à s'habituer. Mais on va devenir hyper réactif à n'importe quoi que d'habitude, tu aurais dit, ben voyons donc. Et je vous dis, vous en avez fait plus qu'une. Et vous allez continuer d'en faire tant et aussi longtemps que cette pandémie-là va arriver. Ça fait partie de comment le système fonctionne. Et donc, mais moi, ce que j'aime avec ça, c'est que quand j'ai quelqu'un qui me saute une coche devant moi, que ce soit au volant, etc., j'ai plus de compassion qu'avant, parce que je me dis, il doit avoir pas mal plus mal au ventre de stress que moi. Fait qu'on est correct, on est quitte. Tu sais, la pandémie, justement, les 4, je sais pas comment tu appelles ça, facteurs de stress ou sources de stress, l'imprévisibilité, la nouveauté, l'ego, je sais pas si ça vient en ligne de compte. C'est quoi le quatrième, c'était? Personnalité menacée. Ben, je vais t'aider avec un acronyme. J'ai un acronyme pour vieux puis un acronyme pour jeune. Étant donné, pour moi, vous êtes encore des petits proutes. Okay. Je vais prendre mon acronyme pour jeune, c'est spin ton stress. Donc, S pour sens du contrôle faible. P pour personnalité menacée, qui est l'ego. Imprévisibilité puis nouveauté. Puis tu te demandais, est-ce que l'ego peut être menacé? Ben oui. En milieu de travail, là, si tu ramènes la COVID à job, là, tu vas voir que tu vas mal paraître, etc. Donc, les cartes sont toujours là. Mais tu sais, on voit à quel point, justement, ça s'applique tellement parfaitement au contexte de la COVID, là, le fait que ça soit imprévisible, on n'a jamais vécu ça. C'est fait sur mesure pour nous stresser, là, cette affaire-là. Oui, exactement. Puis, je le dis tout le temps, puis je vais encore faire ésotérique. C'est ça qui est fatigant avec le stress, pourtant. Écoute,
Depuis le 14 mars 2020, on est tous en stress chronique en passant, on n'a pas le choix. Chaque matin qu'on se réveille, le cerveau détecte une menace, fait sa job. Il est encore là, la pandémie Boupati. OK? Moi, je dis toujours, remets-toi en janvier 2020, t'avais quoi? 3 stresseurs par semaine, mettons? Ouais. Fait que tu te chicanais avec ta blonde, tu t'activais, tu détectais une menace, tu faisais une réponse de stress, ça se calmait. 2-3 jours plus tard, tu te chicanais avec ton chum, réponse de stress, ça se calmait, puis après ça, je sais pas, il se passait un autre. Mais là, depuis le 14 mars, là, systématiquement, là, à tous les jours, là, le cerveau se réveille, boum! Et c'est ça qui explique l'espèce de petit nuage noir qu'on a au-dessus de la tête, parce que le cerveau, il détecte des menaces, et à force de remonter à ton cerveau, ce que ça va faire, ces hormones-là, ça va créer ce qu'on appelle un biais attentionnel vers la menace. Biais, B-I-A-I-S, ton cerveau va se biaiser vers la menace. C'est comme si ton cerveau, il se levait un matin et disait « Coudon, t'es rendu où? C'est ce qui s'est passé depuis 2 mois. Tabarouette, il y a des menaces à chaque jour. Puis moi, étant donné que ma job, c'est de t'assurer ta survie, je vais m'arranger, je les ai toutes trouvées. Fait que non seulement il va réagir aux menaces, mais il va les chercher. Et là, tu vas te mettre à détecter des menaces là où tu n'en voyais pas avant. L'exemple que je donne toujours, j'étais au IGA, puis il y avait un couple qui chicanait. Et à un moment donné, le gars, il dit à sa blonde, il dit « Coudonc, toi, peu importe ce que je te dis, tu es tout le temps en train de sortir le négatif. » J'ai fait dire « biais attentionnel vers la menace. » Donc, et ça, c'est ça qui explique le petit nuage noir qu'on a au-dessus de la tête, qu'on est comme « Voyons, même s'il fait 24 degrés dehors, puis tout le monde nous dit petit oiseau, il n'y a pas d'oiseau, moi, là. Parce que ton cerveau, il est toujours en détection de menaces. Voici la partie ésotérique de ce que j'ai à dire, mais c'est vraiment vrai. S'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où c'est le temps d'être fin avec tout le monde, c'est maintenant. Parce que toute forme de gentillesse enlève l'impression au cerveau qu'il y a une menace, parce qu'il dit, si c'était un mammouth, il ne ferait pas ça, là. Et c'est ça qui va arrêter les hormones de stress. Donc maintenant, plus que jamais, il faut vraiment être capable de sortir de ça, puis de s'empêcher J'avais parlé à des pharmaciens qui avaient beaucoup de clients qui étaient paniqués pour leurs médicaments, tout ça. Puis ils disaient, écoutez, on a de la misère sur l'heure du midi, là. Puis je disais, quand vous dînez, par exemple, avec vos amis, mettons sur l'heure du midi, arrêtez de parler de COVID puis du stress. Puis parce que ce faisant, vous faites juste nourrir votre cerveau de cette détection de menaces encore et encore. Et ce qui arrive, c'est que quand le lunch finit, tu n'es plus capable de digérer parce que tu es jammé. Tu as passé ton heure de dîner à aider ton cerveau à continuer sa job. Donc, le stress peut être positif parce que quand tu as vraiment besoin, mettons, là, on fait un podcast, je suis un petit peu stressé, mais je suis peut-être plus allumé, plus concentré, plus dans le moment. Mais quand ça devient à tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est là que ça devient un stress chronique, plus c'est problématique. Oui, je vais te donner ton cue pour savoir quand est-ce qu'il commence à jouer dans ton cerveau. J'ai étudié ça pendant 20 ans. Tu peux rien apprendre sur la Terre. Tu peux rien apprendre, rien mémoriser si tu n'as pas d'abord et avant tout une affaire, ce qu'on appelle l'attention sélective. L'attention sélective, c'est la capacité que ton cerveau a de discriminer entre ce qui est pertinent et ce qui est non pertinent, puis il va mettre en mémoire seulement ce qu'il considère pertinent. Or, je te l'ai dit, ce qui est le plus pertinent au monde pour un cerveau, c'est ce qui est menaçant. Fait que quand il y a une menace, tching, c'est ça. Mais mettons qu'il n'y en a pas, là. Nous autres, ici, là, ça va, là. Et là, pas de mammouth qui vient d'attaquer live. Mais là, vous voulez vous rappeler, là, ce que j'ai dit. Fait que les deux, là, c'est ça que vous êtes en train de faire, de discriminer entre ce qui est pertinent et ce qui est non pertinent. Puis si vous aviez pris des notes, là, ce ne serait pas écrit la même affaire sur vos papiers. Pourquoi? Parce que toi, tu écris ce que tu considères pertinent, puis toi, tu écris ce que tu considères pertinent. Si je fais un examen demain, là, il y en a un des deux qui est dans le trouble, c'est moi qui décide ce qui est pertinent. Tu sais, à chaque fois que je fais mon examen à l'université, je donne un cours à l'université, j'ai tout le temps des étudiants qui viennent me voir et qui disent « Madame, je comprends pas, j'ai étudié. » Je les crois, là. J'ai eu 60 %. Pourquoi? Mais c'est simple. Parce qu'au moment de prendre les notes, là, pendant qu'on se parle, tu n'as pas été capable de discriminer entre ce qui était pertinent et ce qui était non pertinent. Tu as passé la semaine à étudier ce qui était non pertinent. Tu as noté, j'ai mangé du spaghetti hier soir dans tes notes. Là. Ça, c'est pas pertinent dans le cours. Là. Et donc, je vais te donner le feeling. Tes auditeurs vont comprendre. Quand tu es en stress chronique, puis là, ça commence à te jouer dans la tête. Voici, quand je parle à quelqu'un qui est en stress chronique, puis je dis, expliquez-moi. Il va toujours faire ça. Je sais pas, important, pas important, je sais pas, regarde, pile de gauche. Ils sont incapables de discriminer ce qui est pertinent de ce qui est non pertinent. Puis quand tu es rendu là, ça veut dire que là, ça commence. Il est temps que tu ailles prendre une marche. Il y a eu des... moi, j'ai perdu des cheveux, en fait. Puis tout le monde à qui j'en parlais, puis les médecins que je suis allé voir m'ont dit c'est le stress. Fait que est-ce que au-delà d'avoir des symptômes psychologiques, est-ce que réellement ça peut avoir des impacts sur le corps?
Oui, bon, les cheveux, c'est pas sûr. Hein. Moi, quand les gens disent ça, c'est un peu l'équivalent quand le médecin ne sait pas ce que tu as puis il dit c'est un virus. Ben, c'est à peu près. ouais. Mais dans certains cas très, 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 très rares, on peut le voir, mais c'est pas un effet qu'on va voir chez tout le monde. OK? Puis je pense qu'il y a un background génétique à ça. Mais c'est sûr que ça a des effets physiques. Des effets physiques à court terme, puis des effets physiques à long terme. Il y a toujours deux effets avec les hormones de stress. Souviens-toi, ton cerveau détecte une menace, produit des hormones de stress, ça a des effets physiques. Ensuite, ces hormones de stress-là remontent à ton cerveau, ça a des effets mentaux. OK? Allons voir les effets physiques. Il y en a plein. Les effets aigus, tu as les muscles tendus, parce que là, tu es prête au combat, ton cœur bat vite, etc. Et je vais vous donner l'indice qui ne trompe jamais. Si vous avez ça, là, c'est sûr. Vous allez commencer à avoir mal au ventre. C'est typique, ça, chez les enfants aussi. Maman, papa, j'ai mal au ventre. Et pourquoi on a mal au ventre quand on est stressé? Parce que la digestion va ralentir et, dans certains cas, cesser. Et pourquoi? Parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour digérer. C'est très, très énergivore. Et c'est comme si le cerveau disait, écoute bien, là, c'est pas le temps de digérer, là. C'est le temps de tuer un mammouth, là. Fait que toute l'énergie que tu aurais pris pour digérer, je vais la prendre, puis je vais l'envoyer dans tes muscles pour te donner la force surhumaine dont tu as besoin de tuer ton mammouth. Et c'est ce qui va faire que la digestion va ralentir et, dans certains cas, cesser. Puis on est sur le Pepto-Bismol depuis 2 semaines. Et ça serait le fun qu'on arrête de se faire croire que c'est à cause du restaurant indien. On est allé manger il y a 6 mois. C'est pas vrai. Il y a un mammouth. Ça, puis il y en a plein. Mais continue de pas digérer. Continue. Glucocorticoïdes, il y a glucose là-dedans. Ça va jouer sur le glucose, l'insuline, diabète type 2, maladie cardiovasculaire. On a tout lu ça là, dans nos réseaux sociaux, tous ces effets-là qu'on va voir à long terme. Quand les hormones de stress vont remonter au cerveau, là, ça remonte à chaque jour. Baboum, parce que là, tu as plein de mammouths. Baboum, baboum, baboum. Ce qui va arriver, c'est qu'à force de remonter à ton cerveau jour après jour, plusieurs fois par jour, ces hormones de stress-là vont tranquillement, mais sûrement, commencer à modifier la façon dont tu vas interpréter la prochaine situation, de telle sorte que, tranquillement, pas vite, le verre va commencer à être à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Puis c'est comme ça que des bébites, comme la dépression, l'anxiété, l'épuisement professionnel, vont se développer. Puis pour nous, en stress, ces 3 maladies-là, c'est à peu près la même affaire par rapport au stress. Je veux dire, c'est le chemin. J'appelle ça des tunnels noirs. Tu sais, tu rentres dans un tunnel noir, puis là, il fait noir un bon bout, puis tu vas éventuellement en ressortir, là. Mais j'appelle ça les tunnels noirs du stress. Puis, juste au début complètement, puis avec ce que tu viens de dire, l'idée de ton corps qui produit de l'énergie pour lutter contre un danger potentiel, si cette énergie-là est pas utilisée, j'imagine que ça peut juste gruger dans ton énergie, puis sur un stress à long terme, te donner l'impression de toujours être fatigué, de toujours être down, parce que ton corps produit de l'énergie que tu n'as pas besoin d'utiliser, dans le fond. C'est le fun de parler. Exactement. Tu l'as super bien résumé. Je le dis toujours, on est écœuré de se faire dire il faut bouger, faire du sport. C'est pas ça, moi, je te dis. C'est pas ça, je m'en fous du sport, OK? Mais l'affaire, je te dis, perdez l'énergie mobilisée. Parce que si tu perds pas l'énergie que tu as mobilisée à cause du stress, ben c'est dans ton cerveau qu'elle va aller jouer, puis après ça, ben exactement ce que tu as dit, tu te demandes pourquoi tu es fatigué, etc., etc. Puis je le dis, dans le temps du mammouth, là, il perdait l'énergie mobilisée, right? Qui tuait la bête ou il partait à courir, c'était trop gros. C'est assez dur de courir dans une auto prise sur le pont Champlain. Ben, le feeling que tu as au volant, là, c'est de l'énergie mobilisée, non dépensée. Ben, dépense-la. Quand tu as ce feeling-là qui monte en dedans, puis tu es pris dans ton char. Il faut que tu bouges. Et c'est pour ça que je dis, perdez l'énergie mobilisée. Là, les gens freak parce que... Et je leur dis toujours, tu n'as pas besoin d'aller au gym 1h30, perdre une énergie mobilisée, là. 15 minutes. Fait que si tu veux, je m'en fous. Et je dis toujours aux gens, puis je suis contente de le dire aux jeunes, le problème avec les adultes, actuellement, 2 choses. Ils freak avec le stress de leur enfant et pourtant, leur enfant est de loin meilleur qu'eux, les parents, pour négocier un stress. Pourquoi? Parce que l'enfant fait quelque chose que l'adulte ne fait plus depuis qu'il est adulte. Ils suivent leur intuition. Le cerveau sait ce dont il a besoin pour négocier un stress. Pour l'amour du Saint-Ciel, on a survécu au mammouth, là, quand même. Donc, on a tout à l'intérieur de nous. Mais le problème que je vois avec les gens, puis tu en parlais tantôt, c'est que la majorité des gens cherchent à l'extérieur d'eux des façons de négocier leur stress quand, dans le fond, ils ont tout à l'intérieur. Fait qu'ils sont prêts à aller payer 2500 $ un week-end de workshop sur le stress avec une technique à bracadabrande de table électrique au beurre de pinot, de je sais pas quoi. Puis là, ça marchera pas. Puis là, la fin de semaine d'après, ils vont aller faire un autre 2000, ça marchera pas. Puis ils vont finir en position fétale en disant, il n'y a rien qui marche. Quand? Il y avait tout à l'intérieur d'eux pour négocier le stress. Il n'y avait pas de gourou à 2500 $ le week-end dans le temps des mammouths et pourtant, on a survécu à
bien pire qu'une pandémie. Ouais. Donc, comme je dis toujours, suivez votre intuition. Tu parlais de la musique tantôt, ça diminue le stress en passant. Le sport. Donc, je dis, tu n'as pas besoin de faire 15 minutes. Utilise peu importe ce que tu veux. Bon, moi, j'ai toujours dit, je vais promener mon chien. Plus je suis stressée, plus je marche vite. Si je fais du jogging, je suis très, très, très stressée. Mon chien tire en arrière. Ah, il était carré. Mais l'autre façon que j'ai faite avec mes enfants tellement souvent, danser. Puis je dis toujours, que pensez-vous que faisaient les chasseurs de mammouths le soir venu autour du feu? Ils dansaient. Et que faisaient-ils en dansant? Ils perdaient l'énergie mobilisée lors de la chasse. Fait que je dis toujours aux gens, puis avant de me dire ça marche pas, là, essayez-les. Faites-vous une playlist là, des 5 meilleures tunes dance ou rock ou ce que vous voudrez, jamais créer. Et quand vous êtes stressé, mettez-moi ça sur shuffle, puis lâchez-vous lousse. Et avant de me dire ça marche pas, essayez. Les gens pensent que c'est moi qui vais arriver avec la solution. Si la nature ne nous avait pas donné ce qu'on a de besoin, ça ne fonctionnerait pas. La deuxième chose, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi, je pense que le cerveau, c'est un grand curieux. Ça n'existe pas une méthode universelle pour négocier le stress. Ça n'existera jamais. Fait que ce qui marche pour toi, ça ne marche pas pour toi, puis c'est bien correct. Puis sais-tu quoi? Ce qui marche pour toi aujourd'hui, ne marchera pas demain. C'est pas grave. Fait que aujourd'hui, ça te tente de faire ça, fais-le. Demain, pose-toi pas de questions. Ton cerveau va t'amener là où tu dois aller. Tu as le goût de faire un cri primal, fais un cri primal, tu vas sortir ton énergie pareil. C'est pas important, mais c'est pas moi demain matin qui va faire la thérapie par le cri. Ça marche pas une technique chez tout le monde. Ouvrez votre esprit. Suivez votre cerveau, il va vous amener là où vous devez aller. C'est vraiment fascinant d'imaginer que l'être humain, en vieillissant, déconstruit des choses qui sont intuitives au final. Oui. Pourquoi est-ce qu'un enfant amené, il va jouer dehors, puis là, il bouge dehors, puis même lui, il ne sait pas pourquoi. Là, puis souvent, le parent va l'arrêter. Oui, bon, arrête donc. Puis alors que c'est une façon d'éliminer l'énergie, comment tu l'appelais, l'énergie mobilisée. Oui. Puis pour faire un lien, puis corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que c'est fascinant, c'est incroyable. Pour reparler du cercle vicieux tout à l'heure, si tu es paralysé devant une situation de stress, puis que là, tu mobilises de l'énergie, mais que tu l'utilises pas, ben là, ça fait juste continuer la spirale encore. Là. Exactement. Et donc, il faut que tu la perdes. Je vais te donner un exemple. Je suis super stressée. Écoute, combien de fois j'ai chanté. Quand tu chantes, la fameuse respiration bédaine, on donne un petit cours de bédaine, là, c'est super niaiseux. Puis il n'y a pas d'affaire de fancy. Là. Quand tu rentres de l'air dans ton corps, il faut que ta bédaine sorte en même temps. Pareil comme une balloune. Pouit, pouit. Puis quand tu sors la bédaine, arrête de, tu sais. Pourquoi? Parce qu'en dessous de ta cage thoracique, il y a un muscle qu'on appelle le diaphragme. Plus tu fais une grosse bédaine, plus ça s'étend. Puis à un certain niveau d'extension, kaboum, t'actives la réponse parasympathique vagale qui l'arrête. Mais une façon de faire de la bédaine sans s'en rendre compte, c'est chanter. Quand tu chantes, tu fais de la respiration diaphragmatique, hey, ça diminue les hormones de stress de 20 % Tu n'as aucune technique à 2500 pièces le week-end qui est capable de descendre une hormone de stress d'1%. Aucune retraite en Inde qui va descendre le stress de 20%. Fait que, hey, le nombre de fois j'ai chanté dans mon auto, tu sais, pris, là, je t'en parle, puis écoute, c'est juste parce que c'est comme ça que ça fonctionne et la nature nous a donné tout ce dont on avait besoin. Mettons que je fais l'avocat du diable, puis je me dis une personne, mettons, j'ai un examen demain, j'ai pas étudié, je suis vraiment stressé. C'est pas chanter qui va me faire... C'est étudier qui va me faire moins stressé, plus que chanter. Parce que là, tu joues au nono, là. Tu comprends? Là, ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont fait ça en plus. C'est-à-dire que... Parce que nous autres, les examens, on appelle ça des stresseurs environnementaux. On utilise ça comme stresseur, si on veut pas les stresser en laboratoire. Et il y avait une variable qu'on rentrait, qu'on appelait en anglais « level of mastery ». C'est-à-dire que le stresseur, c'est l'examen. Mais si, en plus, ton niveau de maîtrise de la matière est très, très faible, ben là, t'es travaille là-dessus. Ouais, c'est ça. Dans le sens que j'imagine qu'il y a certains stresseurs qu'on peut, quand il est facilement identifiable, régler à la source, là, dans le sens que si je peux étudier pour mon examen, étudie, puis tu vas peut-être être moins stressé. Mais en même temps, sais-tu quoi? Pas sûr, moi. Mettons que tu as un niveau de maîtrise bien bas parce que tu ne l'as pas étudié. Moi, je pense que 2-3 bédaines avant va faire quand même un effet positif. C'est-à-dire que tu vas être moins barré. C'est sûr que tu vas être moins stressé. Mais tu n'auras pas 70 % non plus. Oui, puis peut-être que la matière va plus rentrer que si tu es complètement stressé dans ton étude la veille. Là. Absolument. Puis comment convaincre mon cerveau qu'une chose, parce que tu sais, tantôt tu disais la distinction entre, je me souviens plus des termes exacts, mais tu sais, une menace absolue, mettons un mammouth, puis une menace relative. Comment convaincre que la menace relative est en fait pas vraiment une menace? Dans le sens, mettons, moi, mon téléphone, tu sais, physiquement, cet objet-là, si je l'ai
proche de moi ou si je suis trop exposé, ça me cause du stress. Mais tu sais, il n'est pas une menace à ma santé physique. C'est une menace à ton ego. C'est ça. Déconstruis-le. Réponds à ta question toi-même selon les 4 caractéristiques. Est-ce que c'est nouveau? Non, mettons. Relativement. Est-ce que c'est imprévu ou imprévisible? Oui. Oui. Ça peut tu peux recevoir un message de quelqu'un que tu t'attends pas à n'importe quel moment. Un appel numéro masqué, rien de plus angoissant que ça. As-tu l'impression de ne pas avoir le contrôle de sa situation? Possiblement. Probablement. Ouais. Est-ce que ça peut être menaçant pour ta personnalité? Possiblement. Très probablement. 3 sur 4. 3 sur 4, tu viens de comprendre. C'est débile. Quand tu comprends ça, ben, tu peux, avec la raison, te dire, Voilà. non. Là, je vais t'amener une étape plus loin. Ouais. Le nombre de gens qui viennent me voir et qui disent je suis super stressé. Mais les gens, ils sont stressés, mais ils savent même pas pourquoi. Si tu sais pas, il est où le mammouth, là, ça va être assez dur de le tuer, right? Ouais. Fait que ça, là, ce qu'on est en train de faire, toi puis moi ensemble, on appelle ça, puis c'est des mots pour rien dire, de la déconstruction et de la reconstruction de stress. Tu as utilisé le terme tantôt. Et donc, des mots pour rien dire. Non, mais c'était la première fois que j'entendais quelqu'un utiliser le mot déconstruction. Je dis, bon, on n'est pas pour une fois. Les gens trouvent ça bien compliqué quand on leur dit ça comme ça, mais c'est juste ça que ça veut dire. Donc, à chaque fois que tu as une situation qui te stresse, tu la déconstruis en son spin, mettons, OK? Comme on vient de faire, OK? Et là, tu sais que cette situation-là te stresse parce que c'est imprévu, tu n'as pas le contrôle, c'est menaçant pour ton ego. Tu as déjà la moitié de la job de fait. Je suis sûr que quand tu fais ça, ça ouvre un petit peu. Maintenant, une fois que tu as déconstruit ton stress, tu vas le reconstruire. Puis tu vas voir pourquoi je vais te faire ça. Le mot inverse de stress, ce n'est pas la relaxation. C'est pas parce que tu vas dans un spa ce week-end que la pandémie est partie. Tu es encore là lundi matin quand tu vas revenir. Ouais. Donc, le mot inverse de stress, c'est la résilience. Et la résilience, c'est la capacité d'avoir un plan B, C, D. Tu dois trouver un plan jusqu'à ce que tu aies l'impression que le plan que tu as fonctionnerait. Pas dit que tu allais le mettre en action, là. Fonctionnerait. Donc, mettons, tu dis, OK, ça, c'est stressant parce que j'ai pas l'impression d'avoir le contrôle sur la situation. Tu vas reconstruire, tu vas dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'impression d'avoir plus de contrôle? Là, tu vas chercher un plan B. Tu vas dire, fais ça. Puis là, tu vas ça, tu vas dire, ça marcherait-tu? Tu vas dire, non. Non. Puis tu vas chercher un plan C. Puis tu vas chercher un plan jusqu'à temps que tu aies l'impression que ça fonctionnerait. Quand ça, c'est fait, arrête. Voici l'information importante. 95% des gens ne mettront jamais en action le plan B. C'est pas grave. On a montré que la prochaine fois que tu as la situation stressante, Tu vas savoir qu'il y a tu un plan. ramènes à la conscience ton plan B. Ça dit à ton cerveau que tu as le contrôle. C'est tout ce qu'il y a de besoin pour arrêter de produire des hormones de stress. Boum, boum. Et comme je dis toujours, allez plus jamais devant un stresseur sans plan B, c'est l'équivalent d'aller chasser un mammouth pas de lance, là. Okay? Et ça, c'est très, très fort. Ça fonctionne admirablement bien. Les gens n'aiment pas beaucoup déconstruire, reconstruire. C'est long, c'est plate, etc. Ouais. Mais ça fonctionne vraiment bien. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne partie des gens stressés ou anxieux, tu sais, qui... premièrement, c'est quoi la distinction entre le stress et l'anxiété? L'anxiété, c'est quand ça devient chronique ou... Non, ça, c'est toujours la question qu'on me pose. La différence entre stress et anxiété... j'adore les ados. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un ado, ça n'a pas encore assez de lobe frontal pour s'inhiber des comportements inappropriés. Fait que quand tu vas avoir l'heure juste, tu parles à un ado. Je te raconte l'histoire vite. Je suis dans une école secondaire. Ouais. Puis il donne une conférence sur l'anxiété de performance aux jeunes. La petite fille lève la main et dit, Madame, la différence entre stress et anxiété. Alors, je lui donne une réponse que je considère intelligente. Et je poursuis. 2 secondes plus tard, elle relève la main. Elle dit, Madame, j'ai pas compris. Fait que OK, j'y donne une autre réponse que je considère intelligente et je poursuis. Quelques secondes plus tard, elle relève... Je dis, ma petite montre. Mais là, tout le long, moi, je continue à penser. Je dis, là. Et là, je la regarde, mais elle m'a tellement poussé dans mes rencarts qu'elle m'a permis de trouver la meilleure réponse. Après 3 shots, je disais, là, ma cocotte, là, la petite, là, c'est ma dernière. OK, là? La différence entre le stress et l'anxiété, c'est la localisation du mammouth. Dans le stress, le mammouth est direct On le devant voit. toi, prêt OK. à t'attaquer. Dans l'anxiété, il est dans ta tête. Mais pour ton cerveau, que le mammouth soit devant toi ou dans ta tête, c'est la même menace. Boum! Il va produire les mêmes hormones de stress. Et là, ils sont tous mis à applaudir. Tout le monde avait compris. Je dis, bon, OK, là, je viens de trouver. C'est vraiment, vraiment ça. Le cerveau, que ça soit... Je dis toujours, on pense toujours que le stress, c'est une grosse bébite poilue qui nous attaque de l'extérieur. C'est faux. Croyez-moi, là, restez chez vous puis ruminez assez longtemps sur tout ce qui va mal sur la Terre. Ouais. Là. Vous allez vous produire assez d'hormones de Ouais. stress, vous tuez tout seul dans votre salon. Là. Ouais. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'anxiété, c'est quand ton cerveau pense qu'il est tout le temps menacé puis qu'il sécrète constamment des hormones de stress. Les personnalités anxieuses ont une capacité que vous et moi n'avons pas. Et elles voient dans le futur.
Et donc, elles vont toujours se projeter dans le futur. Le mammouth, il est de l'autre bord de la porte, là, puis c'est l'autre bord de la porte. Puis là, ils vont voir les menaces potentielles. Donc, on ne sait jamais que peut-être que dans 10 ans, que peut-être que. Mais le cerveau, il voit une menace. Il dit, moi, dans 10 ans, maintenant, c'est une menace, big boy. Fait que, pouf, il produit des hormones de stress. Et c'est ce qui va faire que les personnalités anxieuses vont être un petit peu plus réactives au stress. Par contre, laisse-moi juste te dire une chose. Dans le monde scientifique du stress, je ne te parle pas en psychiatrie, là. Moi, je te parle dans la science du stress. L'anxiété n'est pas un trouble mental, c'est un vestige de la préhistoire. Pourquoi? C'est quoi un anxieux? Un anxieux, c'est un super détecteur de menaces. On est d'accord? Qui croyez-vous que les chasseurs de mammouths mettaient le soir venu pour faire le guet pendant qu'ils allaient faire dodo? Le plus anxieux de la gang. Ils mettaient des anxieux qui disaient, va dormir, va checker ton mammouth. Et donc, ils étaient très, très payants dans le temps des mammouths, les anxieux, sauf qu'aujourd'hui, il y a moins de menaces, mais on a encore ce vestige-là de gens qui prennent pas de chance. Et c'est pour ça que quand on dit qu'il y a une épidémie d'anxiété, cette anxiété-là, elle a plusieurs formes. C'est pas juste pathologique. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. En termes de stress, il n'y a pas de bon puis de mauvais. Il y a différentes personnes qui vont être différents morceaux du puzzle pour assurer la survie de l'espèce. Si on était toutes pareilles en réaction au stress, on réagissait toutes pareilles, on n'aurait jamais survécu personne. Mais j'ai l'impression qu'une partie de la population, en tout cas des gens stressés ou anxieux, qu'à un moment donné, on n'est même plus capable de nommer ou de reconnaître, premièrement, peut-être qu'on l'est, stressé ou anxieux, puis quelles sont les causes, tu sais. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça devient tellement un état que tu t'en rends même plus compte, tu sais, mettons, un stress immédiat, tu sais, on va avoir une petite boule dans le ventre, on va avoir une espèce de réponse, tu sais, immédiate, mais quand c'est tout le temps... C'est un état constant. J'ai l'impression que ça devient... je pense ça devient le normal. Ça devient le normal. Ça devient difficile de savoir pourquoi tu es stressé. Je le sais pas. Je le sais plus. Tu sais. C'est pour ça que je dis, j'en parle dans le dernier bouquin, puis j'ai commencé le dernier livre comme ça. Le dernier que j'ai écrit cet été, une jeune fille, elle me dit, moi, c'est bien trop long avant que tu me donnes une solution quand je le lis ton livre. Je dis, c'est vrai, quand tu l'achètes. Je veux que la première page, c'est sur la conclusion. Elle avait raison. J'ai dit, c'est vrai, quand tu l'as acheté, c'est parce que tu étais stressé. Tu ne tentes pas d'attendre 400 pages. Pas besoin de comprendre. Fait que je commence en disant, OK, m'a donné des solutions pour déstresser drette là, parce que sinon, tout de nous, tu te rappelleras même pas ce que je t'ai lu. Là, ce que tu décris, là, ce sont les effets des hormones de stress sur ton cerveau. Quand les hormones de stress ont atteint ton cerveau, tu n'es plus capable de penser correctement. Oublie ça, là, tu ne seras pas capable. Là. Fait que, il faut que tu aides ton corps à arrêter de produire des hormones de stress pour qu'il arrête d'aller dans ton cerveau, pour que là, tu puisses commencer à dire, bon, ta minute, là, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, je répète ce que j'ai dit tantôt, la meilleure façon, c'est d'utiliser ton corps. Puis dans le livre, je donne plein de solutions. Des choses aussi bizarroïdes que chanter, faire du sport. Je sais que ça fait cucu, c'est quand même ça qui fonctionne. Flatter un chien ou n'importe quoi, un animal quelconque, ça va diminuer les hormones de stress. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça fonctionne. N'importe quoi qui va diminuer tes hormones de stress. Et après, moi, je dis, j'ai élevé mes enfants qui ont eu des stress comme tous les jeunes. Bien, quand ils étaient rendus trop loin, on n'était plus dans la parole, là. Viens, on va aller promener le chien. On va aller, écouter un disque au complet. On va faire peu importe. Puis après ça, on se parlera. Tu sais, mettons, pour illustrer ça, moi, des fois, quand, mettons, je travaille toute la journée, puis il y a des emails qui rentrent, qui sortent, puis il y a une espèce d'accumulation j'imagine, de stress qui s'accumule à un point où est-ce qu'à un moment donné... T'es saturé. Je suis plus capable de prendre des décisions. Tu sais, je suis plus capable, mettons, je réalise que là, ce que je suis en train d'écrire, c'est pas la qualité que je ferais, mettons, si j'avais un esprit clair. Puis là, je vais faire du sport. Puis quand je reviens, c'est comme un reset complet. Voilà, t'as tout compris. On dirait vraiment que la clarté d'esprit revient complètement. Là, tu sais. Puis tu sais, toi, c'est le sport. Un autre, ça pourrait être écouter un CD au complet. L'autre, ça pourrait être d'écouter... Le rire, ça fait diminuer les hormones de stress. Moi, écoute, j'écoute les fails sur YouTube. Écoute, je me marre. Écoute, j'adore. Ça me fait tellement Army, bien. Écoute. Fait que moi, je me fais une demi-heure de ça. Je suis correct après. Mais le problème, c'est qu'on persiste. Oublie ça. Tu seras jamais efficace. Tu tournes en rond. Parce que tu sais plus ce qui est pertinent, ce qui est non pertinent. T'arrives à une espèce de... C'est un genre de brouillard mental. Oui, puis imagine, là, avant, là, tes arrière-grands-parents là, étaient sur une terre, en arrière d'un bœuf en train de semer. C'est assez dur de se faire menacer l'ego par un bœuf, t'es d'accord? De toute l'histoire de l'humanité, l'humain, actuellement, n'a jamais autant utilisé son cerveau. Jamais. On est en train d'atteindre un niveau de saturation. Et ton grand-père, lui, là, il travaillait du corps toute la journée. Il lisait le journal une fois par mois quand il le recevait. Puis that's it, là. Et donc,
quand il était très, très, très fatigué physiquement, il tombait littéralement. Mais en cerveau, c'est pas de même, ça se marche. On continue. Et j'ai même des collègues qui disent, pour qu'on soit vraiment en santé, pour chaque heure travailler de la tête, il faudrait faire 1 heure travailler du corps. Tu vas manquer d'heures, hein? Ben oui, mais ça. Exactement. Mais ça. Mais c'est vraiment ça pareil. Et donc, il ne faut pas hésiter à juste lâcher. De toute façon, tu ne seras pas efficace. Vous le savez tous autant que moi. C'est pas parce que c'est pas le nombre d'heures. Ça ne se calcule pas au nombre d'heures, une performance. Ça se calcule à la performance. Fait que, mettons justement, ben, c'est ça exactement. Puis je voyais une publication dernièrement, c'était au niveau du le concept de vol d'heures. Fait que quand, mettons, tu travailles de la maison, puis tu punches plus d'heures que. Puis l'idée d'être payé selon les heures de travail versus la tâche accomplie est vraiment idiote, en fait, quand on y pense comme ça. À moins que ce soit une job de puncher l'étiquette à l'heure, là, tu sais, mais quand tu travailles de chez vous, la tâche accomplie vaut beaucoup plus que les heures travaillées, puis c'est envers ça que tu devrais être récompensé, mettons. Oui, mais moi, je pense que la pandémie va avoir eu un impact, mon Dieu, qu'on était dû sur la nature du travail, etc. Le nombre d'heures, c'était quand tu travaillais, si tu regardes l'histoire de l'industrialisation, c'est quand les gens travaillaient sur des machines, cling, là, le nombre d'heures calculait. Mais quand tu travailles en performance, fonctionne pas. Prends 2 personnes, il y en a un hyper efficace qui allume vite, l'autre allume moins vite. C'est sûr que ça prendra pas le même temps. Et donc, j'espère que ce qu'on va avoir vu avec la pandémie, on va arriver avec des niveaux de performance et non pas du temps travaillé. Mis à part le stress causé par la pandémie, j'ai l'impression... quelque chose qui vient de couper. Ah, c'est moi qui viens de brancher ton... Continue. Ce sera pas long. Mon écouteur, vas-y. J'ai l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, que, mettons, les jeunes, puis, tu sais, de nos jours, en général, on est plus stressé que jamais, peut-être. Puis, quand en réalité, je veux dire, la menace absolue, il n'y en a pratiquement plus, dans le sens qu'on n'a jamais été aussi safe là, dans la vie. S'il n'y a pas de mammouth qui va rentrer ici, les chances que, tu sais, qu'il y avait vraiment une menace réelle à ma santé, à ma survie. Mais qu'est-ce qui explique ça, le fait qu'on soit aussi stressé de nos jours, mettons? Selon toi? Ben, la pression de performance, la technologie. Une situation n'est menaçante que si votre cerveau l'interprète comme étant menaçante. Parce qu'il n'y a plus de menace à la survie, vraiment. Même la pandémie, c'est du stress relatif. D'accord? Et donc, on s'est posé la question, c'est coudonc, comment ça se fait que tout le monde capote? De toute l'histoire de l'humanité, l'humain n'a jamais été en sécurité autant. Jamais. Jamais. Et pourtant, il y a des milieux de travail dans lesquels la moitié, c'est pour des troubles reliés au stress au travail, etc. Et je pense que nous sommes notre pire ennemi. Nous générons ce propre stress et ça vient des médias. Puis je ne veux pas crasher ces médias, mais c'est vraiment vrai. C'est quoi qu'il n'y avait pas chez nos arrière-grands-parents qu'il y a maintenant? Tous ces médias. Je fais l'exercice, je le fais dans une de mes conférences. Tu le feras là, en arrivant chez vous tantôt. Là. Tu t'en vas sur Google, là, puis dans Keyword, tu écris stress. Puis là, regarde les images qu'il va te montrer. C'est quoi qu'il va te montrer? C'est toujours quelqu'un qui se pogne la tête. C'est tout le temps ça. C'est pas quelqu'un sur le point de faire une performance sportive. Là, non! Michael Phelps. Et donc, on parle toujours du négatif, on parle... Et je me dis, mon Dieu, la façon dont on parle de l'humain, comment qu'on a fait pour survivre jusqu'à aujourd'hui? Voyons donc, on peut pas être si petit, si faible que ça n'a aucun sens. Mais il y a vraiment cette espèce de... C'est à la mode d'être négatif de nos jours. Ça m'énerve. C'est toujours à la mode d'être toujours négatif. Je vais te donner un exemple. Je te rencontre sur la rue. Puis je te dis, comment ça va, Dominique? Tu me dis, ça va super bien. Je vais continuer mon chemin. Je vais dire, il va bien. Mais mettons, je te rencontre, je dis, comment ça va? Ça va pas bien. Bien, je vais t'accorder de l'attention. Et donc, il y a des théories évolutives des troubles mentaux qui disent que souvent, les troubles mentaux existent comme un message qu'on envoie à l'autre, qu'on a besoin d'amis, qu'on a besoin de arrêter un isolement social, etc. Ça pourrait être ce genre de choses-là qu'on voit. Mais je pense aussi que en changeant notre mindset, souvent, en changeant notre façon de voir les choses. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, c'est quétaine d'être positif. Et pourtant, c'est quand même assez sain. Et donc, je pense qu'on a tout ça, on a toutes ces menaces-là virtuelles qu'on voit. Je vais te donner un exemple, tiens. Moi, je me suis toujours levée avant mes enfants pour lire mon journal tranquille avant qu'ils se lèvent. Puis à un moment donné, c'était dans le temps que la petite Cédrica Provencher venait d'être enlevée, puis elle a l'âge à ma fille. Là, un matin, j'étais en train de lire mon journal et c'est écrit « Allons-nous la retrouver assassinée, violée, etc. » Et en lisant le journal,
je sens une réponse de stress. Et là, je me dis, gadon. Le cerveau est un détecteur de menaces. Se pourrait-il que quand je lis ça, il fait sa job, il détecte une menace, puis là, je produis des hormones de stress en lisant le journal? As-tu déjà regardé les titres de journaux? Il y a toujours un mot négatif, je te le jure. Et donc, je suis revenue au labo, puis moi, l'avantage que j'ai, c'est que je peux l'étudier. Fait que j'ai dit à ma gang, on va faire l'étude. Fait qu'on a pris 2 groupes de personnes. Un groupe à qui on leur a fait lire des vraies nouvelles qu'on avait prises dans la presse, Journal de Montréal, négatives, toujours des mots négatifs. Et un autre à qui on avait fait lire des nouvelles neutres. Ça a été tellement dur de trouver des nouvelles neutres dans le journal. Tu essayeras ça. Même le cahier santé, samedi dans la presse, il y a toujours un mot négatif, genre mélanger du jus de pamplemousse avec un anticholestérolémique, 2 points, un cocktail explosif. Tout le temps, bref. Ça fait du sens, là. Je te le dis, ça tu sonne pourras comme plus quelque chose que j'ai jamais déjà lire lu. le journal. Bref, on a trouvé des nouvelles notes, ça a été dur. Puis on a fait lire les 2 types de nouvelles aux gens, puis ensuite on les exposait à un stresseur. Parce qu'on voulait voir si le fait de lire des nouvelles négatives allait augmenter ta réactivité au stress. Puis ensuite, on leur a fait, 3 jours plus tard, on les a rappelés pour leur demander de se rappeler des nouvelles. Et on a montré que particulièrement les femmes, on ne sait pas pourquoi, seulement quand elles lisent les nouvelles négatives, elles vont être beaucoup plus réactives au stress par la suite et elles vont se souvenir entre 20 et 30 plus de cette information-là. Et donc, tu as un cerveau que tu as seté en détection de menaces. Tout le temps. C'est juste ça. C'est ça, une réponse de stress. C'est un cerveau seté en détection de menaces. Pose-toi la question dans ta journée, combien de menaces tu aurais pu juste dire, peut-être celle-là, j'en ai pas de besoin. Et c'est pour ça que je dis que tu peux être certain que quand moi, là, mon bidon de stress est aux 3/4 plein, j'ai mon char en bon québécois, c'est sûr et certain que je ne lirai pas une nouvelle. C'est sûr. Je me prends un petit roman à l'eau de rose pouit-pouit, là. Et seulement quand mon bidon de stress est redevenu normal, je vais me mettre à jour dans les nouvelles. Parce que cette menace-là, celle-là, je peux la contrôler. La pandémie, je ne suis pas capable, mais celle-là, je suis capable. C'est ça, on dirait que c'est un peu un challenge parce que, mettons, moi, je vais me prendre un exemple. Moi, je veux le plus possible rester à l'affût de l'actualité, tu sais. Puis je suis tout à fait au courant de l'effet que ça me fait. Je suis tout à fait au courant que quand je vois ces médias sociaux puis que je vois passer telle personne est un agresseur back-to-back avec une tuerie à Québec, back-to-back avec toutes ces infos-là. Trump, il t'a stressé, toi. Trump, il m'a stressé. mais Trump, je pense qu'il a stressé le monde entier. Là, c'est qu'à chaque jour, c'est une nouvelle affaire. Mais en même temps, moi, je sais que je serais probablement moins stressé puis plus groundé si justement, comme on parlait autrefois, si j'habitais au Laos à côté dans une rizière sur le bord d'une chute sans téléphone. C'est ça, exact. Sauf que c'est comme la dichotomie entre vouloir être à l'affût puis rester de mon époque pour essayer d'avoir le plus d'impact positif possible puis d'essayer de faire avancer plusieurs causes. Puis de l'autre côté, c'est de me dire peut-être que de juste ne plus du tout m'impliquer, ça serait une façon de vivre plus calmement, mettons, ma vie. Là, fait que c'est comme comment jongler avec ça. Tu sais qu'est-ce que j'ai observé quand je me mets sur off 10 jours? Je suis toujours à jour. Il y a tout le temps quelqu'un qui va m'en parler. Mais il m'en parlera pas comme le journal. Soit mon fils va dire « Hey, Mom, t'as-tu vu ça? Telle affaire. » Puis, tu sais, ça me stresse un peu, mais je ne l'ai pas, là, le genre écrit en rouge sur background noir ou whatever. Là. Fait que, veux pas, je peux pas jamais être à jour. Ça, c'est la meilleure affaire. Mais je vais donner un exemple. Je ne suis pas la première à parler de ça. Les Hollandais, je ne sais plus trop, ils se sont rendus compte que le journalisme, à un moment donné, j'étais à la radio, j'ai dit, les journalistes, vous avez un problème d'ordre de santé publique. Parce que si c'est vrai, puis ça continue, bien, je veux dire, on a un problème de santé publique auquel vous allez devoir penser. Il y a une couple de journalistes en Europe qui ont réalisé ça aussi, puis ont commencé à créer, je vais te donner un exemple, ce qu'on appelle le journalisme constructif. Voici la règle du journalisme constructif. Arrête de juste rapporter du négatif. Tu peux te permettre de rapporter du positif, premièrement, sans voir l'air quétaine. Ce n'est pas vrai que positif égale quétaine. On peut-tu arrêter ça? Et deuxièmement, si tu dois absolument apporter une nouvelle négative, tu dois apporter un élément de solution ou quelqu'un qui va proposer une solution. Sinon, ferme ta gueule. Et donc, tout ce mouvement-là de journalistes constructifs a commencé à naître. Et ici, au Québec, il y a un journaliste qui s'appelle Laurent Imbeau, qui s'est tanné des journaux négatifs. Et il a créé un site web. Moi, là, quand ça va pas bien dans ma tête, là, je m'en vais là. Ça s'appelle Global Goodness. Et ce gars-là, il travaille fort. Là. Il essaye de glaner à travers le monde des nouvelles positives. Whatever it is. Puis je te le dis, là, quand ça commence à trop faire mal, va juste voir. Ouais. Et donc, tu vas aller te chercher un peu plus de positif pour empêcher ton cerveau de trop détecter des menaces tout le temps. M'a donné mon autre truc pour quand mon cerveau détecte trop de menaces, puis je suis comme, OK, là, j'ai mal, puis je vais le calmer.
Moi, j'appelle ça mon poppy thérapie. Moi, sur mon compte Instagram, c'est pas compliqué, j'ai juste des poppies. Pourquoi l'humain, quand tu vois un poppy, c'est juste ça. Fait que quand j'ai mon char, là, je me fais un poppy thérapie. Tout Instagram, check ton feed. Puis c'est tout. C'est tout ce que je veux. Je sais exactement ce que je m'en vais chercher, mais je calme. J'ai OK, le cerveau, on arrête là. Ouais. On arrête de détecter des menaces. Je ne vais pas aller lire la presse rendue à 10h15 le soir quand j'ai eu mon char. Je vais juste me donner une pause. Ouais. Je vais juste mieux dormir. J'ai un autre exemple. Il y a un acteur américain qui s'appelle John Krasinski là, qui joue Jim dans The Office. Puis lui, au début du premier confinement, justement, à travers tous les négatifs, puis justement, il s'est dit le monde a besoin d'un peu de lumière. Là, fait qu'il a parti sur YouTube une espèce de série de nouvelles, finalement comme un genre de téléjournal. Ça s'appelait Some Good News. Puis c'était juste des nouvelles positives. Fait que c'était juste lui chez eux. Là, ça a marché? Ça a marché là, à côté. Là. Ça a super marché. Puis là, le concept va devenir autre chose. Je pense que ça a été acheté par un réseau de TV qui va en faire quelque chose. Mais tu dis, crème, les gens ont besoin de ça. On a besoin de ne pas entendre juste parler de COVID. Je vais te le spinner autrement. Ouais. Les gens ont besoin d'arrêter de détecter des menaces à temps plein, quelles qu'elles soient. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait, mettons, à un moment donné, mettons qu'on statue, OK, il y a vraiment justement un problème de santé publique avec comment que le journalisme est fait. On pourrait-tu instaurer un quota de nouvelles positives au téléjournal à Radio-Canada? Ça pourrait-être quelque chose Est-ce qu'ils vont vendre des nouvelles? Parce qu'oublie pas, ça se vend parce que le cerveau... Je te donne un exemple, t'es à Paris. Le cerveau cherche le négatif. Oui, tu te promènes à Paris. Ça ne rentre même pas compte, là. C'est pas fait volontairement, ça, là. Ouais. Tu te promènes à Paris avec ta blonde. Puis là, il y a des petits stands, là. Puis là, à un moment donné, tu te promènes, puis là, tu vois sur un stand, là, c'est écrit meurtre crapuleux, pling! Ton attention, c'est sûr et certain. Ton cerveau détecte une menace, cling, ton attention, tu dis, hey, on va chercher le journal. Puis tu vas t'asseoir, puis tu vas le lire. Tu comprends? Il y a quelque chose d'instinctif. C'est pour assurer la survie de l'espèce. Mais oui, je veux dire, je l'ai toujours dit, les gens quétaines, ce sont les gens heureux. Ce que je veux dire, c'est que ce que moi je vois là, on a instauré en culture cette espèce de... T'sais, plus t'es négatif, plus c'est bien, tout va mal, etc. Et quand t'en as un qui est trop fleur bleue, tu vas justement dire, il est fleur bleue, un peu quétaine. Je suis coupable de je vous souhaite de changer ça. Ouais. Je vous le souhaite sincèrement parce que pour avoir stressé du monde puis d'en avoir étudié tant dans ma vie, c'est une erreur de faire ça. C'est vrai. Puis je souhaite que les jeunes, moi, je trouve que vous avez tellement changé de choses. Je me dis, Colin, vous avez parlé de diversité, etc. L'antiquétaine et l'antipositif, ça pourrait être quelque chose là, qu'on pourrait changer. C'est vrai. Puis, mais en même temps, mettons, moi, j'ai fait mon parcours, j'ai fait jusqu'à la maîtrise en littérature. Puis mes meilleures passes créatives étaient quand je vivais des énergies négatives, quand je vivais des émotions négatives sur une période prolongée. Puis quand tout va bien, j'écris pas, je trouve pas que c'est bon ce que je fais, là, tu sais. Peut-être parce que c'est pas... Moi, je te dirais une affaire. À chaque fois que le cerveau fait quelque chose, même en dépit du fait qu'on se dit que c'est pas bon, on se dit, ben il le fait pour une raison. Je vais te donner un exemple. Ruminer. Hein, tu dis que ruminer, à quoi ça sert de ça? Moi, je pense que chacun de nous, on aime ça de temps en temps, se faire une belle petite séance d'apitoiement sur soi-même. Hein, peu importe ce que les gens vont dire. Puis, même si on essaye de s'arrêter, non, on veut le faire. Tu comprends? Ouais. C'est la même affaire, ce que tu dis, c'est que tous les grands écrits ont été écrits dans des moments... Peut-être que l'émotion négative, c'est à ça que ça sert dans la survie de l'espèce, à annoncer aux autres qu'est-ce qui s'en vient puis comment le gérer. Puis quand tu es heureux, ben toi, ta job, c'est d'aller rendre les autres heureux en virevoltant dans un jardin ou je sais pas trop quoi. C'est peut-être ça, la nature. C'est pas à moi à décider. Mais quand tu regardes ce qui s'est fait comme littérature, tu as raison, absolument. Peut-être effectivement que c'est une façon d'avertir la postérité d'une énergie. Tu sais, mettons... on va donner l'exemple de Germinal de Zola qu'on avait parlé avec Patrick Sénécal. Peut-être que c'est pour avertir que la prochaine fois qu'il va y avoir une situation au travail vraiment exécrable, peut-être que le monde va se réveiller plus rapidement. Puis c'est ce que ça a fait, en fait. Exactement. Puis tantôt, tu le disais bien aussi, le fait de vouloir rester à l'affût de l'actualité, ça nous crée, nous, un stress. Mais tu sais, mettons, si on s'expose pas à ça, il y a quand même des injustices, puis comme des choses dans le monde qui continuent négatives, qui continuent d'arriver. Puis c'est pour ça que, mettons, le militantisme, c'est aussi dur. C'est parce que c'est de toujours t'exposer aux choses les plus horribles pour vouloir qu'ils changent. Mais l'effet que ça te fait en tant qu'être individu... Tu n'as pas l'impression d'avoir le contrôle tout le temps. Ben non, c'est ça. C'est un peu ça, l'éco-anxiété. J'avais parlé avec des jeunes, l'éco-anxiété, parce que là, c'est tellement gros.
Et là, le sens du contrôle, vous allez péter aux frettes, C'est là. ça. Ouais. Et donc, comment tu peux faire pour avoir... Puis j'ai dit, on va déconstruire Trouver la ensemble. balance. OK, je vais déconstruire ensemble. Je dis, donc, que peux-tu faire pour avoir l'impression d'avoir un peu plus de contrôle? Ah ben, je peux commencer dans mon école. Bon, tu as tout compris. Commence dans ton école. Crée une organisation dans ton... Puis là, tu le vois dans les yeux de l'autre devant toi. Wow! Puis là, tu te dis, bon, je veux juste augmenter ton... C'est ça que ton cerveau a besoin. Tu peux pas changer l'humanité. Mère Teresa a dit, commencez petit. Si vous essayez de sauver l'humanité, vous allez arriver nulle part. Et donc, je pense que beaucoup de l'éco-anxiété qu'on voit, c'est ça. C'est fascinant, ça. Mettons que je le transpose dans ma situation par rapport au véganisme. Là, moi, je suis végane depuis 3 ans maintenant, puis je suis beaucoup plus distancé que je l'étais quand je le suis devenu, pour plusieurs raisons, mais notamment le fait que si tu commences à voir tout le monde autour de toi comme des meurtriers, t'es pas capable d'aller de l'avant, tu n'auras aucun impact au final. Là. Par rapport d'être stressé du sol dans ton c'est sol. ça. Puis à part de sentir que le monde est dégueulasse, puis que peu importe ce que tu vas faire, il n'y aura aucun changement, c'est ça. Puis parlant mettons, d'éco-anxiété ou d'anxiété chez les jeunes, est-ce que, tantôt je supposais ça dans ma question, mais est-ce que c'est mesurable ça? Est-ce que la nouvelle génération est plus stressée que celle qui l'a précédée ou pas nécessairement? Bien, en fait, on parle beaucoup plus de stress qu'on en parlait. On connaît plus ça. Tu as peut-être un petit peu plus de nouveautés, tout ça. Puis on a, au début, il y a 2 ans, les profs sont venus nous voir au Centre d'études sur le stress humain, mon labo, puis on dit, là, Sonia, il faut que tu nous aides. Là. On a une épidémie d'anxiété dans les écoles, là, puis c'est la fin. Ouais. Ben, j'ai dit, j'espère c'est la fin. 70 de jeunes anxieux dans vos écoles, quand ils vont arriver adultes, il n'y a plus de survie d'espèce. Là, c'est minute, là. Ouais. Fait qu'avec une de mes étudiantes, Audrey-Anne Journeau, qui voulait faire son doc là-dessus, bon, en tout cas, travaillé fort, cet enfant-là. On l'a fait l'étude chez je pense qu'on a 3-4 000 jeunes, dans les écoles primaires, puis dans les écoles secondaires. Puis j'ai dit, là, première affaire qu'on va faire, on va faire du ménage. De quoi on parle? Oui, c'est ça. Anxiété, OK? Il y a plein de types d'anxiété. Il y en a de l'anxiété qui est normale. Okay? L'état anxieux, c'est normal. C'est-à-dire que demain, tu as un examen, c'est normal que tu sois anxieux avant ton examen. Ouais. Tu veux être anxieux, ça va augmenter ta performance. Ouais. Quand ton examen va être fini, ton anxiété va diminuer. OK? Ou un examen ou n'importe quoi d'autre. Tu peux avoir une personnalité anxieuse. Toi, tu es un détecteur de menaces, tu ne prends pas de chance, tu es hyper efficace dans la vie. Ça aussi, c'est normal. Tu as la sensibilité à l'anxiété dont je vous ai parlé tantôt. C'est des gens qui, quand le cerveau est stressé normalement, ils capotent devant la réponse. Et on a mesuré aussi l'anxiété de performance. C'est-à-dire, pourquoi l'anxiété de performance? Parce que ce qu'on sait dans les écoles là, du Québec, il n'y a jamais eu autant d'examens. Ah, écoute, des examens, il y en a. Depuis qu'on a le classement, tout le monde fait des examens tout le temps. Okay. Il y a eu une augmentation faramineuse. Et souviens-toi que je t'ai dit que moi, dans mon monde, on utilise les examens comme stresseurs environnementaux. Fait que je dis aux profs, si vous en mettez 44 dans une année, ben c'est sûr qu'ils vont stresser. il n'y a pas étonné qu'à la fin de l'année, ils sont fatigués. Fait qu'on a mesuré ces 4 affaires-là. Ouais. Et ce qu'on observe, c'est que vraiment, les 2 types d'anxiété qui sont très, très, très élevés, c'est le trait anxieux, donc cette personnalité anxieuse-là. Et ça, on apprend ça à la maison. Ah ouais? Ouais, un enfant qui a une personnalité anxieuse, tu es sûr et certain qu'il y a un des 2 parents qui est anxieux. Il y a une passation génétique faible, 30 mais tu as 70 on appelle ça par apprentissage vicariant ou apprentissage par modelage. Si tu as un parent qui est un super détecteur de menaces, puis là, il dit, mon Dieu Seigneur, va pas au parc, mon Dieu Seigneur, si jamais il y a quelqu'un qui t'enlève. Bien, qu'est-ce que tu apprends à 5 ans? Ouais. Tu apprends que le monde est un endroit extrêmement dangereux. Moi, j'ai... Peut-être que c'est un micro-exemple de ça. Je sais pas si ça peut être situationnel, là, ce genre de choses-là. Moi, j'ai une peur bleue des chauves-souris. Puis, c'est arrivé... Ben, je pense qu'il y a personne vraiment qui adore voir une chauve-souris, mettons, là. Mais moi, ça me fait paniquer parce qu'à un moment donné, c'est arrivé qu'on était au chalet, puis il y a une chauve-souris qui est rentrée par le foyer. Puis là, mon père s'est mis à crier qu'il y avait... genre, cachez vos cheveux, elle va se pogner dans vos cheveux. Puis là, moi, j'étais jeune, puis ça, là... Ça t'a terrorisé. Pas complètement. Là, maintenant, je suis plus capable de voir une chauve-souris. Ça l'a associé chauve-souris. Puis quand je vois une chauve-souris, là, le stress, là... Ouais. Mais ce que tu Au racontes, maximum. ça s'appelle un conditionnement de peur. Puis c'est ça qui explique aussi que beaucoup de gens ne veulent pas se déconfiner du premier confinement. J'ai écrit un billet de blog là-dessus. Ça, la peur, c'est next level. Là, OK? La peur, ça s'apprend en une shot. Je vais donner un exemple. Je prends un rat. Puis je l'amène dans une pièce. Un rat, ça reconnaît son environnement. Ouais. Il va reconnaître tes posters. Il sait exactement où le rat. OK? Et là, je le prends, puis je le mets dans une cage. Puis sur le plancher, il ramasse un moyen choc électrique là, qui fait mal. OK? Là, ça passe à l'éthique. Là, OK? Puis là, je le ramène. That's it, je le laisse tranquille 6 mois. Il va 6 revenir mois ici, plus tard, je le rentre dans une autre pièce, il est super zen. Je fais juste le rentrer. J'ai pas ouvert la porte quasiment. Il va geler sur place. Donc, la peur, c'est appris en une shot.
Et pourquoi les gens qui sont traumatisés le savent, ça. OK? Maintenant, le plus dur, c'est de désapprendre la peur. Désapprendre la peur, c'est super long. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu désapprennes à avoir peur et tu désapprends à avoir peur en réapprenant que tu es en sécurité. Mais pour ça, là, il aurait fallu que tu sois exposé aux chauves-souris pendant un bon bout de temps. J'en vois pas assez souvent. Exactement. Donc, tu vas toute ta vie avoir peur des chauves-souris. Tant mieux. Est-ce qu'une peur est transmise génétiquement? Mettons, mon père est allé au Vietnam, il est revenu post-traumatique, avec toutes sortes de problèmes. Est-ce que moi, je peux hériter de ça? J'ai écrit ça dans mon deuxième livre qui s'appelle « À chacun son stress, les effets du stress des parents sur les enfants ». Puis je raconte la chercheure la plus connue qui a travaillé sur Auschwitz. Okay. Donc, les gens qui sont allés dans les camps de concentration, Rachel Yehuda, une bonne copine à moi, puis elle a montré que les gens qui sont allés à Auschwitz, bon, ils sont tous des ordres d'origine post-traumatique. Là, c'est beau, c'est beau. Ouais. Pendant, on a une chèque quelque part aux États-Unis pendant un congrès, puis elle me dit ça, elle dit là, j'ai découvert quelque chose de bizarre. Je dis quoi? Elle dit les enfants de ces gens-là qui ne sont jamais allés à Auschwitz ont des ordres d'origine post-traumatique. Je dis pardon. Fait que là, tu as plusieurs possibilités à ça. Soit que ça a été passé génétiquement, et on sait que ça peut arriver aussi, ça s'appelle l'épigénétique, je vais te le raconter dans 2 minutes, et aussi les comportements parentaux. C'est-à-dire que tu as des parents qui ont des comportements de désordre d'origine post-traumatique, puis tu vas toujours être sur un startle. L'épigénétique, c'est quoi la différence entre la génétique et l'épigénétique? Avant, on pensait que tout était génétique. Tu avais le gène de la schizophrénie, par exemple. Fait que si tu avais le gène, tu allais devenir schizophrène. Et ils se sont rendus compte que, ben non, toi, il y a plein de gens qui ont le gène de la schizophrénie, mais ils ne deviennent pas schizophrènes. L'épigénétique, c'est l'interaction entre le gène et l'environnement. Et ce que ça veut dire, c'est que tu peux avoir le gène de la schizophrénie, mais si tu ne grandis pas dans un environnement qui va l'ouvrir, c'est comme un interrupteur on-off. Donc, si tu grandis dans un environnement adverse, cet environnement-là va ouvrir ton gène, puis là, tu vas développer la schizophrénie. Mais si tu grandis dans un environnement qui n'est pas trop maganant ou pas trop stressant, tu vas le laisser à off. Et ça pourrait expliquer justement la passation qu'on appelle intergénérationnelle du trauma. Comment ça va se passer c'est épeurant quand tu regardes les résultats là-dedans. Tu te dis, tabarouette, écoute, ils ont montré, si tu traumatises un rat, 3 générations après, tu as encore des effets chez les descendants. Ah ouais. 3 générations. Ça passe par le sperme du père. C'est pas parce qu'il a été élevé par le rat qui était traumatisé. Là, non, parce qu'il est séparé des mères à ce moment-là. C'est ça. Ah, c'est fou. Oui. Aïe, aïe. C'est fascinant, par exemple. Mais c'est parfaitement bien fait, tu trouves pas? Ben oui. Tout est quand tu regardes ça, parce que quand tu retournes, tout est fait pour assurer la survie. Oui, exact. Si tu retournes tout le temps au début, le traumatisme d'un prédateur qui va de parents à enfants. Il n'y a rien qui est fait pour t'écœurer. Tout est fait pour t'aider puis t'aider à survivre tout le temps. C'est que si on peut comprendre ça tout le temps, il n'y a pas une fois qu'on a trouvé quelque chose qu'on s'est dit, hey, là. Non, à chaque fois, tu dis, ben oui, c'est comme ça que ça va se développer. Dans le livre Sapiens aussi, il parle de... Tu sais, quand l'humain a découvert ou commencé à faire de l'agriculture, tu sais, il commençait à faire des réserves, tu sais, puis se projeter plus un peu dans l'avenir de OK, on va avoir besoin de temps, puis là, on a plus de ressources, fait qu'on va faire plus d'enfants, mais on va avoir besoin de plus de bouffe, puis là, la croissance a comme commencé comme ça. Sauf que là, il arrive un imprévu, il arrive une année, il y a une sécheresse, il y a un feu. Là, on avait prévu tant de ressources pour nourrir tant d'humains, mais là, ça débalance, puis là, c'est comme là que l'humain serait devenu encore plus anxieux parce que là, il faut se projeter vraiment plus dans le futur. OK, s'il y a une intempérie, s'il y a ça. Exact. Puis, exact. C'est ça. Toujours. C'est de voir, comme tu disais tantôt, le fait de voir dans l'avenir. Là, c'est ce qu'on appelle la perspective temporelle. Ouais. Puis tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui vivent toujours dans le futur. Puis il y en a qui vivent toujours dans le passé. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont pas aimé. Ou il y en a des gens qui vivent dans le présent. Puis là, même si tout le monde nous dit qu'il faut vivre dans le moment présent, il y a un gars qui s'appelle Zimbardo aux États-Unis qui a dit peut-être pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le passé, il y en a qui vivent dans le présent, il y en a qui vivent dans le futur, mais rajoute une variante maintenant. Est-ce que c'est positif ou négatif? Il y a des gens qui vivent dans un passé négatif. Ça, quand j'étais jeune, ça. Puis il y en a qui vivent dans un passé positif. C'était bien mieux dans mon temps. Dans mon temps, c'était merveilleux dans mon temps. Même chose avec le futur. Le futur négatif, tout va aller mal. Ou le futur positif, tout va bien, je me lance d'un avion, pas de parachute, ça va bien aller. OK? Puis le fameux moment présent dont tout le monde se targue, là, ben, tu peux avoir un présent holistique, hédoniste, c'est-à-dire que tout va bien, mais il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un présent fataliste. Hey, il y en a du monde que le présent, c'est pas le fun, là. Ouais. Puis là, ils ont montré que c'est pas tellement... C'est dans la valence émotionnelle que tu vas mélanger avec ta perspective temporelle qui va déterminer si tu vas être malheureux ou heureux.
Et c'est pour ça que je dis tout le temps, le positif, il est beaucoup plus fort qu'on pense. C'est extrêmement relatif parce que, tu sais, je pense qu'en Amérique du Nord, on est une société qui est privilégiée. Je veux dire, on manque de pas grand-chose, mais on est vraiment déprimé et stressé versus d'autres sociétés qu'on pourrait penser que ce serait l'inverse, mais c'est pas le cas. Oui, parce que je dis toujours, on est notre pire ennemi. Ouais. Il y a beaucoup de menaces qu'on pourrait négocier. Il y a beaucoup... Moi, là, des fois, je dis non, moi, je le chasse pas, ce mammouth-là. Il n'y en a pas question. Je le laisse passer, ça me tente pas. Ça me tente pas de produire des hormones de stress. J'en ai assez. J'en veux pas. Je laisse passer mon mammouth. Mais pour faire ça, il faut vraiment être capable de les identifier. C'est là l'âge de guerre. Là, exactement. Puis comment est-ce qu'en tant que société, on est capable d'identifier des stress qu'on peut laisser passer? T'sais? Je pense que, et c'est pour ça que j'en parle souvent, c'est de reconnaître la réponse de stress. Le problème, comme je te dis, c'est que les gens attendent toujours d'avoir l'air de ce qu'ils voient sur Internet quand tu regardes le stress, là, les images qui sont associées au stress. Là, ils attendent d'avoir l'air de ça avant d'allumer qu'ils sont stressés. Mais les images que tu vois, là, c'est pas des images de stress, ça, là. C'est des images de dépression, d'anxiété puis de burn-out. Là. Si tu attends d'avoir l'air de ça, là, il est tard en Il est trop tard. Hein. Et donc, ce que je fais souvent, c'est de dire, c'est quoi une réponse de stress? Quand tu as une réponse de stress, tu as mal au ventre, tu as les... C'est le meilleur, là, moi, j'ai appris mes enfants, là. T'es jamais ici. Là. Je vous le montre ici. Tu sais, là, entre les deux seins chez une femme, là, drette là, tu sais, quand ça ferme, là, ça, c'est une réponse de stress grosse comme le bras. Tu sais, là, des fois, tu essaies de méditer un peu, là, puis soudainement, tu te dis, bon Dieu, j'en ai bien du souffle. Parce que tu es toujours en train de respirer comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est tes poumons qui essayent d'envoyer le plus d'oxygène possible à tes muscles pour te donner. C'est tellement facile de reconnaître quelqu'un. Vous allez peut-être vous en rendre compte à votre prochain invité, quelqu'un qui est stressé. Très facile à détecter parce qu'il va toujours parler un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez les poumons qui envoient beaucoup d'oxygène. Alors, donc, quand tu connais très bien comment ça se détecte, moi, je le reconnais chez moi, je le reconnais chez mes enfants, puis je me dis, OK, wow. Toi, quelqu'un de stressé, tu le vois en une seconde. Écoute, j'aime ça. C'est-tu le meilleur endroit au monde? L'épicerie. Non. Où? Écoute, puis je pouvais là, m'asseoir là des heures de temps. L'aéroport. Ouais. Ben oui. Moi, j'arrivais toujours 2 heures avant, m'assoyais, bon, le party commence. Écoute, tout le monde. Un autre signe de réponse aiguë de stress, le regard va se mettre à butiner. Pourquoi? Parce que le cerveau est en détection de menace. Tu as déjà vu quelqu'un à l'aéroport? T'as-tu la carte d'embarquement? Où mon passeport? Écoute, c'est de toute beauté. T'as toujours moi, je regarde ça sur Zoom, ma chère, dans les meetings. T'as le regard qui butine, t'as mal au ventre. La colère spontanée en est un autre signe. Des petits troubles de mémoire. Pourquoi? Parce que ce qui est pertinent, c'est ce qui est menaçant. Tout le reste ne devient pas pertinent. Et voici le signe que vos auditeurs vont connaître. Le signe qui ne trompe jamais. L'arrivée du hamster à 2 heures du matin. T'es couché, puis là, d'un coup, t'as tring, puis là, l'hamster part. Oh mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Et encore une fois, je dis, les gens sont terrorisés par le hamster. Quand ça fait 3 jours que le hamster est parti, et ça y est, c'est la fin. Puis je leur dis toujours, tu penses vraiment que le cerveau t'a envoyé le hamster pour t'écœurer encore une fois? Et je leur dis, le hamster, là, c'est ton meilleur ami. Pourquoi? C'est quoi un hamster? Un hamster, c'est un cerveau qui a détecté une menace que tu n'as pas encore négociée. Et quand tu ne sais pas qu'est-ce qui te stresse, attends que ton hamster pop à 2 heures le matin. Là, tu vas le savoir. Écoute qu'est-ce qu'il a à te dire au lieu de te fermer 2 oreilles. Là. Puis ce qu'il dit, là, c'est ça ton stresseur. Voici maintenant ce que je veux dire. Avez-vous déjà remarqué que votre hamster, il pop juste quand ton cerveau n'est pas stimulé par d'autres choses? Fait que toute la journée que tu stimules ton cerveau avec Google, Doodle, Poodle, whatever, tu peux mettre toutes tes mammouths... C'est Tinder pour les chiens. Tu peux mettre toutes tes mammouths en dessous du tapis, puis ils vont rester là, puis ça va être correct. Puis là, tu vas arriver à la fin de la journée, tu te dis, check Sonia, tout me sort du tapis, ça va très bien. Puis là, le soir, tu te couches. Et là, c'est la première fois de la journée que ton cerveau n'est pas stimulé. Et sachez, messieurs, que votre cerveau déteste ne pas être stimulé. La preuve, vous rêvez. Il haït ça. Et là, c'est la première fois de la journée que ton cerveau n'est pas stimulé. Puis là, tu te couches. Pensez-vous sincèrement que votre cerveau, dont la tâche première est d'assurer la survie de l'espèce, qui va vous laisser vous endormir sans regarder en dessous du tapis s'il n'y aurait pas une coupe de mammouth qui traîne? Jamais. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va vous réactiver un mammouth de la journée, puis là, bye-bye, c'est parti. Puis il est 2 heures du matin. Ça va vous empêcher de vous endormir. Si vous étiez bien fatigué, vous endormez, puis là, soudainement, lui, il se réveille, puis il est comme non, détection, menace, pring! Tu te réveilles, puis tu te mets à penser à ça. Et là, tu te réveilles, puis tu te mets à penser à ça. Et souvent, on est tellement terrorisé qu'on gèle, puis on fait plus rien. Moi, je me souviens, j'ai eu un gros stresseur, gros, il y a une couple de mois. 3 jours en ligne, à 2 heures du matin, dans mon lit, les 2 yeux ouverts. Moi, j'ai un gros smile, ben je le sais. Là, je suis comme, tu connais ton hamster. Tabarnouche, toi. Fait que là, j'ai 2 choix. Voici ce que je vais vous dire. J'ai 2 choix. Je me lève, je vais le déconstruire, je vais le reconstruire, puis on va finir par le sortir. Là. Puis ça, mettons, ça se fait
comment? Est-ce que vraiment tu sors une feuille puis tu le mets sur papier ou c'est... Ouais, c'est ça. Puis on a fait aussi un petit programme de e-learning qui s'appelle Stress et compagnie, que tu peux le faire par Internet. Mais gars, prends une feuille, écris spin en haut, puis si tu regardes sur des sites web que j'ai, là, tu vas le voir, là. Ouais. Fait que là, tu veux déconstruire à 2 h du matin, moi, me tente pas tout le temps. Voici mon petit truc. Comment on fait taire un hamster? Puis chanter 2 h du matin, pas le best non plus. Bien, tu sais, fait que, bon. Fait que, Bésame mucho. mais petit truc pour calmer un hamster, le temps qu'après ça, tu puisses faire autre chose. C'est pour ça que je promène mon chien, moi, parce que mon chien me parle pas. Fait que moi, je déconstruis, je laisse popper mon hamster le jour, puis c'est jamais long, hein. 5 minutes, il pop. Pouf! Puis là, part pas en disant, je vais aller chercher mon hamster. Mais non, il va popper tout seul. Mais bref, 2 h du matin, tu n'es jamais dans ton lit, tu veux pas déconstruire. Tu écoutes de la musique avec des paroles. Pourquoi? Puis tu as dû le savoir. Si vous êtes des athlètes, vous le savez très bien, avant une compétition, vous deviez le faire. Parce que le cerveau est incapable de... Il a bien de la misère à traiter 2 tâches en même temps qui utilisent les mêmes ressources. Ouais. Or, ton hamster te parle. Si tu écoutes de la musique avec des paroles, surtout si c'est des paroles que tu connais pas déjà, dans une nouvelle tune, whatever, bien, ton cerveau va être attiré par ça, ton hamster va se calmer. Tu vas au moins... Tu dormiras peut-être pas, mais tu vas ramasser un niveau de sommeil, tu sais, sous-sommeil, qui au moins tu ramasseras pas trop magané le lendemain, là, puis tu vas être capable de passer à travers ta nuit. Mais c'est encore un petit peu mettre la poussière en dessous du tapis. Ah ben le lendemain, il faut aller promener ton chien, là. Ouais, Ta minute, là. Il va c'est repopper ton hamster, là, c'est sûr. Puis dans le fond, c'est qu'on est surstimulé. Finalement, on n'a plus le temps de faire l'intériorisation ou ce travail-là qu'on faisait peut-être plus avant. Exactement. Puis on est très bon. Tu sais, là, quand tu as une émotion négative, tu peux soit la supprimer, dire non, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, ou essayer de la gérer, mais on n'est pas mal bon pour... Il n'y a plus de moment, en fait. Tu sais, avant, tu allais chez le dentiste, tu t'assoyais dans la salle d'attente, puis tu t'assoyais. Là, tu sors ton sel. Ben là, maintenant, il n'y a plus ce moment-là de juste être un humain, là, être assis, puis attendre, là, puis là, penser à tes affaires. C'est comme, il y a tout le temps une stimulation. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a des... moi, une source de stress qui est assez évidente dans ma vie, c'est le temps, la relation avec le temps. Fait que, mettons, quand je sens que je suis limite pour être à un rendez-vous ou à un endroit, c'est le plus gros stresseur de ma vie, là. Quand je sens que j'ai une période courte, moi, je suis du genre à partir 15 minutes d'avance tout le temps, là, 15 minutes du temps qu'il faudrait que je parte, là, tu sais. Puis, y a-tu des... C'est-tu répandu? C'est-tu notre relation avec le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié? Ça dépend des gens, mais pour la majorité des gens, tu sais, quand je disais je prenais pas de questionnaire, parce que tout le monde pense que le stress, c'est la pression du temps. Hein? On se sent stressé quand on n'a pas le temps de faire les choses qu'on voudrait faire. Et pourtant, le stress, c'est pas la pression du temps. Mais le stress que tu vis avec la pression du temps, c'est quoi la pression du temps? La pression du temps, ce n'est rien d'autre qu'une perte de contrôle sur ton temps. Ouais. De la même façon que tu peux perdre le contrôle sur ta famille, tes finances, ton couple, etc. Et donc, ta relation au temps, ce sens du contrôle-là sur le temps, bien, pour toi, c'est un gros stresseur. Puis je vais te donner un exemple. Moi, je te ressemble beaucoup là-dessus. Écoute, moi, dans mon auto, là, puis là, faut que je donne un cours, puis là, je suis 15 minutes d'avance. C'est que moi, j'ai réglé mon problème. Je connais tous les cafés de la ville de Montréal. Ouais. Quand il y en avait. Puis je me disais, moi, là, je pars 2 heures d'avance. Pas là, puis ouais. Puis ça me tente plus de stresser avec ça. Tu vois-tu, c'est un exemple parfait. Ce stresseur-là, je suis capable de le gérer. De la merde, c'est sûr et certain que je vais le gérer. Ouais. Donc, j'arrive 2 heures, je vais prendre un petit café. Puis là, je peux prendre tes courriels partout. Tu peux travailler sur un travail n'importe où. Puis à partir de ce moment-là, parce que j'étais tannée d'être dans mon auto jamais avec le ventre, j'ai négocié ce stresseur-là. D'être à la course partout. Mais effectivement, mais ça, mettons, si on élargit un petit peu le sujet en se disant... analysons les stresseurs, parce qu'il y a beaucoup de stresseurs qu'on peut contrôler au final. Là. Ben oui. Tu sais, une fois que tu les déconstruis, puis tu les mets sur table, puis tu réalises lesquels tu peux contrôler, puis lesquels tu peux pas, puis tu t'enlèves quasiment le 3/4 déjà. Ah, mon Dieu, même plus. Ce sont des stress relatifs, oublie pas, là. Je vais aller plus loin. C'est des stress relatifs. Oui, tu peux, bien plus que 75 %. Exemple. Par contre, un jour, je donne une conférence, la madame est fâchée. Elle n'attend même pas la période de questions. Je dis, Madame Lupien, quand même. Je dis, oui. Moi, là, j'ai un enfant, leucémie, ça se peut qu'il meure. Vous ne pourrez pas croire que c'est un stress relatif sur lequel j'ai le contrôle. On s'entend dessus. Ouais. Et je lui réponds, je dis, Madame, absolument, il y a encore des stress absolus de nos jours et la maladie d'un enfant, une maladie potentiellement incurable, est une... Mais je vais vous parler de l'étude du Dr Mason en 1968. Voici l'étude. Ils se sont dit... Les parents d'enfants très malades qui peuvent mourir, ils doivent être stressés en bon jour. On va les étudier. Et ils ont observé que beaucoup de parents tombaient malades parce que ça affecte le système immunitaire, le stress,
quand leur enfant était très, très, très malade, ils finissaient par tomber malades eux-mêmes à la longue. Mais il y avait un certain pourcentage de parents, pas du tout. Et donc, ils ont étudié ces parents-là, puis ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces parents-là? Ils acceptent le fait qu'ils n'ont pas de contrôle. Ben non, qu'est-ce qu'ils ont pour s'en sortir? Ils se sont rendus compte qu'une des caractéristiques, bon, c'était dans le temps, il n'y avait pas Internet, tout ça, mais là, ils embarquaient, puis là, ils travaillaient dans des revues, puis là, ils lisaient toutes sortes d'affaires, les journaux, puis là, ils arrivaient, puis ils disaient au médecin, je sais qu'à Clinique Payot, il y a quelque chose pour la leucémie de mon enfant. Et donc, ils s'informaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces parents-là, en s'informant? Ils diminuaient l'imprévisibilité de la maladie et ils augmentaient leur impression. C'est pour ça que je disais que c'était important. Seulement impression d'avoir le contrôle. Il n'y aurait jamais le contrôle de sa maladie du petit, mais il y avait l'impression de contrôler quelque chose là-dedans. Et pour eux, c'était juste assez pour empêcher les hormones de stress d'affecter leur système immunitaire. L'impression de contrôle peut, j'imagine, réduire le stress, mais aussi la prise de conscience qu'on n'a pas le contrôle. Donne-moi un exemple. Mettons qu'on prend la COVID en ce moment, là, tu sais. J'ai aucun contrôle. Puis, mettons que tu stresses parce que tu te dis, j'ai du contrôle, puis là, qu'est-ce que je peux faire? Mais moi, la minute, mettons que tu te dis, je peux rien faire, à part écouter ce qu'on me dit de faire, mettons, là, puis j'ai aucun contrôle, ben là, t'enlèves un petit peu ce stress-là, on dirait. Oui, puis moi, je vais te le dire dans un autre mot. Oui. Ben, c'est définitivement pas ce que je viens de dire. C'est exactement ça, mais je vais te le pousser encore plus loin. Ouais. Ceux qui vont sortir de cette pandémie, c'est un stress chronique, comme je l'ai dit, pour tout le monde, comme on n'a jamais vu. Hein. De toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un stresseur si long pour tous les humains en même temps. Ceux qui vont s'en sortir, ce sont ceux qui vont accepter de s'adapter. Le stress, ça existe pour assurer la survie de l'espèce. On survit parce qu'on s'adapte. Et donc, s'adapter, accepter de s'adapter. C'est exactement ce que tu disais. Je dis toujours, il faut voir le stresseur comme un gros bloc que la vie dépose devant nous. Fait qu'elle dépose un gros bloc. Puis là, moi, je suis habituée d'aller sur mon petit chemin, puis là, je rentre dans le bloc. Bien, j'ai deux choix. Hein, je peux dire, voyons, Seigneur, j'ai mal au ventre. Ou bien, je recule un peu, puis je me dis, gadon, je peux passer à gauche ou à droite. Ceux qui acceptent de s'adapter, ceux qui acceptent que les choses ne sont plus comme avant, donc on fait d'autres choses, c'est eux qui vont s'en sortir sans trop de séquelles. Par contre, voici la règle quand on décide de s'adapter. Fait que moi, là, à chaque jour, j'utilise le mot adaptation au moins 3 fois. On s'adapte, les cocos, on s'adapte, les cocos, on s'adapte. Voici la règle. Quand tu as choisi de t'adapter, parce que c'est un choix, tu dois accepter de faire des erreurs. Le cerveau humain ne peut pas apprendre sans faire d'erreurs. Et c'est parce qu'on a appris qu'on s'est adapté. Donc, je vais te donner un exemple. Avant, tu pouvais faire ta comptabilité tranquille vendredi matin, puis là, tu n'es plus capable parce que tes colocs sont debout de bonne heure. Fait que tu dis, OK, je vais essayer autre chose. Puis là, tu essayes, puis là, ça ne marche pas parce que, je sais pas, tes colocs sont encore là, etc. Bien, au lieu de te mettre en position fétale, pars à rire, puis dis, au moins, ça a duré 3 jours. Je vais réessayer d'autres choses, puis je vais réessayer d'autres choses parce que je vais m'adapter. Ceux qui vont être rigides dans leur pensée puis qui vont dire non, je voulais que ce soit comme avant, ils vont souffrir le martyre. C'est exactement ça. Donc, c'est pas accepter de ne pas avoir le contrôle. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi, quasiment, là, tu sais. Oui, autour de soi. Ouais. Puis, tu sais, le parallèle entre l'histoire que se racontait sur la maman avec l'enfant leucémique, puis, tu sais, les parents qui vont faire finalement leur propre recherche, là, je mets des guillemets, parce que c'est un terme qu'on entend pas mal ce temps-ci. Mais justement, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans le contexte de la pandémie, tu sais, les gens qui font leur propre recherche, c'est une réponse au stress, finalement, au stress que la pandémie nous procure, mais en même temps, l'information... Ah ben là, c'est sûr. L'information, on la connaît pas toute encore. Puis il y en a tellement de mauvaises que, justement, c'est d'essayer de trouver du contrôle que d'aller gruger de l'information à gauche à droite, mais finalement, qui, elle, est pas juste, souvent. Donc là, finalement, en voulant prendre le contrôle, j'ai l'impression que c'est une bombe à retardement, là, finalement. Parce écoute, il n'y a jamais eu autant d'informations qui circulent. Ouais. Moi, écoute, je ne sais pas quoi te répondre à ça parce qu'on ne le sait pas. Ouais, mais moi, je peux te dire une affaire. Je la reconnais, moi, la réponse de stress, quand je l'ai. Quand je lis de quoi, là, puis ça barre, je suis comme, j'arrête. Je suis comme, il y a de quoi? Il y a de quoi là-dedans? Bon, on devrait être capable de faire la part des choses. Même moi, je suis scientifique. Des fois, j'ai de la misère à savoir qu'est-ce qui est conspirationniste, qu'est-ce qui l'est plus, puis etc. C'est tellement bien fait, là. Mais je me dis... Puis je veux pas commencer à lire juste du fleur bleue, etc. Mais on est capable d'avoir une pensée objective sans qu'elle soit nécessairement épeurante. Ouais.
Je pense que si on fait juste la différence entre est-ce que c'est objectif? Quand j'enseigne à l'université à mes étudiants la pensée critique, je leur dis toujours la pensée critique, c'est pas la pensée négative. Il y en a qui se promènent en disant c'est niaiseux, puis ils pensent qu'ils sont intelligents. C'est niaiseux. Tu comprends? La pensée critique. C'est toi qui niaiseux. Ah ouais. Si tout est niaiseux autour de toi. Ben, c'est ça. La pensée critique, c'est de la capacité de dire c'est niaiseux à cause de et c'est bon à cause de. Si t'as pas les deux côtés, c'est pas une pensée critique, c'est ça. Et donc, c'est ça que j'essaie de chercher, moi. Je me dis, j'ai besoin des deux côtés. Est-ce que c'est objectif ou c'est juste sensationnaliste, etc.? Mais on l'a pas, la réponse à ça. On l'a pas. Puis on me posait hier la question, est-ce que le stress peut amener les conspirationnistes? Le problème, c'est que les conspirationnistes, quand tu essaies de les recruter, ils viennent pas au labo. Ils font pas d'études cliniques. Ils disent, je suis normal, je suis pas conspirationniste. C'est ça. Tu peux pas les étudier. Fait, est-ce qu'il y a une manière, mettons, je pense que la question, je sais pas si c'est hier ou dans une autre entrevue que j'avais entendue, la question, on peut-tu... Je peux aller chez le médecin et dire, je pense que je suis stressé, puis il me le mesure, puis il dit, OK, t'es stressé à 8 sur 10, là, ou t'es stressé à... Peux-tu le savoir objectivement comment je suis stressé? Là, nous, dans nos labos, on le sait. Parce qu'on le mesure dans les hormones de stress puis dans un paquet d'affaires. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de convaincre les médecins qu'on aurait des capacités d'être capable de mesurer ce qu'on appelle le poids allostatique, c'est-à-dire à quel point tu es rendu loin dans ton stress. Mais le plus dur en science, tu sais, c'est pas de découvrir quelque chose, c'est de l'implanter, cette découverte-là, puis de convaincre des cliniciens, de convaincre des gens que ta découverte aurait potentiellement un poids. Puis s'il n'y a pas d'argent associé à ça, ben à ce moment-là, ça va être peu intéressant, soit pour les compagnies Il n'y a pas de pilule qui va descendre Non. ton niveau de stress en ce moment encore. Là. Donc, tu peux, par contre, les Américains, eux autres, ils vont toujours plus vite. J'ai certains sites web où tu peux mesurer ton poids allostatique aux États-Unis, puis là, ils vont te dire, envoie-moi un échantillon de sang, puis là, ils vont te mesurer toutes sortes d'affaires, sauf que tu vas être comparé aux normes américaines. Pas sûr, c'est ça que tu veux, là. Puis, avec tout ce que tu connais sur le stress, avec toutes ces études-là, puis où est-ce qu'on en est dans la connaissance, qu'est-ce que, justement, tu changerais dans la manière qu'on traite ça, qu'on en parle, puis que, tu sais, mettons, si demain matin, justement, tu pouvais dire, OK, ben, à partir de maintenant, les médecins font tel test, ou maintenant, on instaure ci, on fait ça, qu'est-ce que les tu ferais? préconceptions de stress. C'est direct là que je jouerais d'abord et avant tout. Là, oublie la mesure. Les préconceptions? Les préconceptions de ce que je disais, notre définition du stress. Là, j'arrêterais les préconceptions négatives, puis je commencerais... Écoute, si j'avais les moyens, là, je ferais des choses de communication pour dire que le stress peut avoir des effets aussi positifs. Je vais te donner un exemple, juste que tu comprennes. Un collègue à moi aux États-Unis fait une étude chez des enfants. 2 groupes. Il est stress, puis ensuite, il va mesurer la mémoire. Right? Premier groupe, il dit, OK, là, je vais te stresser. Fait que le nœud là, que tu as dans le ventre, là, le nœud, là, c'est ça le stress. Puis après ça, il est stress, mesure la mémoire. L'autre groupe des petits-enfants, il leur dit, je vais te stresser. Puis tu sais, les papillons, tu as dans ton ventre, là, des petits papillons, là, c'est ça le stress. Ah, OK. Tu se connais le résultat. Donc, quand il leur dit, c'est un nœud, les hormones de stress vont augmenter, la mémoire diminue. Puis quand il leur dit... gentil petit papillon. Voilà. Fait que les mots qu'on utilise sont ultra importants. Sont tellement parce qu'ils sont connotés négativement ou positivement. Parce qu'ils mènent le cerveau à détecter des menaces. Donc, juste de réapprendre aux gens que le stress, c'est vraiment là que je mettrais mon argent sur cette nouvelle génération qui s'en vient. Puis je dirais aux parents, arrêtez, fermez vos boîtes à l'heure du souper. Vous n'avez aucune idée de ce qu'un enfant peut apprendre à une table de cuisine sur l'heure du souper. Quand papa et maman se racontent leur journée, là, ça écoute ces petits enfants-là. Là. Okay? Ouais, et donc, on s'est chicané avec quelqu'un au travail. Que dites-vous quand vous êtes à la table? Mon Dieu Seigneur, le stress, là, je vais mourir. Ouais. Bien, ça s'encode dans cette nouvelle génération-là qui s'en vient. Puis je me dis, bien, si on parle aux jeunes, peut-être qu'ils vont dire, oh, maman, franchement, tu sais, ça va, là. Moi, je me souviens, on a fait un programme qui s'appelle Déstress et progresse dans les écoles. Puis on a montré, je pense, on est rendu à 75 000 jeunes là, qui ont eu le programme parce qu'on forme les professeurs qui forment les jeunes après. Puis il y a un parent qui m'appelle, c'est un financier, tu sais, les financial brokers, il m'appelle, il dit, là, Madame Lupien, avez-vous ça pour les adultes? Je dis, pourquoi? Il dit, parce que là, il dit, moi, j'ai un financial broker. Puis il dit, mon fils, je n'ai qu'un enfant, mon fils, il ne parle pas beaucoup. Puis il dit, c'est le soir au souper, puis je raconte ma journée hyper stressante à ma femme, puis je ne sais pas pourquoi je suis stressée, là. Puis je raconte ma journée, puis là, mon fils qui ne dit pas un mot, soudainement, il parle, il dit, ben c'est sûr, papa, que c'est stressant, c'est nouveau, imprévisible, t'as pas le contrôle. Puis là, il dit, j'ai tout compris. Wow. Fait que je me dis, je préfère du reverse learning. Tu formes les jeunes, puis là, ils disent aux parents, peux-tu arrêter ce fatigué à ton affaire? Là? C'est pas à la mode, là, tu sais, là. Peut-être. Parce qu'on a une génération de jeunes hyper allumés, moi, je pense que oui. Parce que quand tu as des apprentissages tellement intégrés
à l'âge des parents, je me dis, c'est dur à défaire, tandis que les autres... Je suis sûr que mon père est ultra stressé puis qu'il l'a jamais nommé puis qu'il l'a jamais reconnu. Là. Exact. J'en suis convaincu. Tu sais. Exact. Mais il y a une chose, par exemple, que mes parents ont faite, puis ça, je les remercie. Mettons, je les ai jamais vus se chicaner devant moi, tu sais. Oui. Mais ils sont sûrement chicanés quand j'étais pas là. Sans doute. Sans doute, là. Sûrement. Sauf que, tu sais, j'imagine un foyer, justement, où est-ce qu'un jeune serait toujours témoin de ça, ce stress-là, cette négativité-là. C'est sûr que ça a un effet, là. Oui, puis ça, j'en parle dans le livre sur les parents, là, puis ce chercheur-là, il y a un chercheur qui a étudié ça toute sa vie, puis il disait, c'est une erreur de penser que de rester ensemble à tout prix, c'est ça qui va sauver l'enfant. Ouais. Si vous restez ensemble et vous vous chicanez, vous allez le maganer. Ouais. C'est sûr. Noir sur blanc. C'est sûr. Puis aussi, mettons qu'on prend les parents qui se forcent à rester ensemble, ça fait juste décupler aussi eux-mêmes leur propre stress à l'intérieur. Fait que c'est encore pire pour tout le monde. Là. Mais c'est pour ça que je trouvais ça tellement bon dans une des conférences, puis je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt, mais tu sais, les parents qui t'arrivent, puis mon enfant est donc stressé, puis qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit moins stressé? Ben, commence par travailler sur toi, ton stress. Puis après ça, peut-être, puis quand on aura réglé ça, on parlera celui de tes enfants parce qu'il est peut-être stressé parce que toi, tu es stressé. C'est pour ça que j'ai écrit le livre À chacun son stress, justement, les effets de débordement du stress parental sur les enfants, pour dire la première affaire, c'est comme dans l'avion, hein, quand l'hôtesse de l'air dit s'il y a une dépressurisation de l'appareil et que le masque tombe, mettez-le sur vous avant de le mettre sur vos enfants. Parce que, comme je te dis, c'est de l'apprentissage vicarien. Je veux dire, si tu arrives, tu es tout le temps stressé, ton flow, je ne sais pas à quoi tu t'attends, là, mais il va juste apprendre ça. Ouais. Mais mettons, depuis tantôt, mettons, je comprends beaucoup l'idée de déstigmatiser le stress puis de rendre ça, de changer un petit peu la façon avec laquelle on l'aborde. Mais depuis tantôt, on parle de stress puis d'effets négatifs du stress puis de vouloir ne pas transmettre le stress aux enfants. Mais si on l'aborde de l'autre bord, si on le prend de l'autre bord et qu'on part avec le préconçu que le stress n'est pas nécessairement négatif, comment est-ce que c'est possible de faire un bon enseignement du stress à la maison? Oui. Puis si oui, pas nécessairement à la maison, mais dans notre entourage et tout. Puis si oui, comment est-ce que ça se matérialise? Premièrement, arrêtez d'en avoir peur. Drette là, en partant, OK? Écoute, là, quand il va te faire mal, le stress, il va te le dire. Tu vas le savoir, tu n'auras pas besoin de moi là, pour te le dire, tu vas le savoir. Hein? Tu vas être assis dans ton bain, en train de pleurer, puis ça va bien aller. Je dis, tu vas le savoir. Ça va bien aller. À partir de là, tu peux chercher des solutions. Tu es rendu là, tu comprends? Et donc, moi, je dis souvent, s'il y a autant d'enfants anxieux aujourd'hui, c'est que peut-être, pensez-y 2 minutes, que tiens, revenons à ton affaire de chauve-souris. D'accord? Un apprentissage de peur. Moi, je pense qu'il y a eu un conditionnement de peur sur le stress, là, OK? La première fois que le petit prout, là, 4 ans, 3 ans, a eu une réponse de stress. D'histoire, là. Ouais. 3-4 ans. La première fois que vous, petit prout, avez eu une réponse de stress à 3-4 ans, là, s'il n'y a jamais personne qui vous a dit qu'elle était normale, ben c'est ça qui va faire que vous allez avoir l'impression que... Je pense que je suis la seule mère. Quand mon fils est rentré à la maternelle, j'ai mal au ventre. C'est sûr que tu as mal au ventre, mon coco. Ben ouais, c'est sûr. Puis tu n'as rien à faire. C'est sûr que tu auras mal au ventre. Mais c'est correct parce que ça veut dire que tu vas être plus réveillé. Tu vas être le plus réveillé de la gang. Ça, je peux te le jurer. Et donc, d'enlever la peur reliée à cette réponse de stress-là. Écoute, il y a des thérapies. C'est pas des thérapies, mais ce qu'on essaye de faire, c'est qu'ils font activer le système physique des jeunes. OK? Donc, on va faire sauter sur une trampoline. Te faire sauter sur une trampoline, je vais créer la même affaire que si tu étais stressé, ton cœur va battre vite, etc., pour que je t'habitue à négocier ça. T'arrêtes de capoter quand tu reçois ce message-là. Là. C'est correct. Tu vas pas mourir. Là. C'est pas la fin du monde. Tu as juste une réponse d'activation catécholaminergique. C'est tout. Là. Puis c'est ton cerveau qui dit, hey, une petite menace, là, mais tu es tout à fait capable de... Je pense que le bout, il y a une menace, on l'a tout encodé, mais le bout, tu es capable de gérer ça. Il y a personne qui nous le dit, ce bout-là. C'est peut-être ça, oui. C'est le bout qui manque. Tu es capable de gérer ça. On a survécu au mammouth quand même. C'est le bout qui est dans l'inconscient. En fait, c'est probablement que c'est une déconstruction sociale, en fait, parce que dans l'inconscient, le t'es capable de t'en sortir était même pas une question. Tu sais, c'était un agissement là, qui venait naturellement, j'imagine. Oui, puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait bien de l'argent en pathologisant le stress, hein, des pseudothérapies, puis des ci, puis des ça. Tu sais, des fois, je regarde aux États-Unis, par exemple, tout ce qui peut se faire. Là, tu sais, fait développement personnel. On pathologise tout parce que pour que tu aies besoin. Tu sais, moi, si je m'ouvrais une clinique anti-stress, là, je ferais mon affaire. La palette en crise. Y a-tu une pilule contre le stress? Non, ça s'appelle la vie. Puis il y en aurait, même s'il y en avait une, je la mettrais pas au monde, c'est sûr.
sûr, Ouais. je te le jure. Ouais, Ben non, ça s'appelle la vie, puis c'est correct. Puis chaque adversité, moi j'ai dit à mes enfants tout le long, dans chaque adversité, il y a toujours une opportunité. Rappelle-toi, dans chaque adversité, il y a toujours une opportunité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va sortir de cette pandémie, on va se dire, hey, à cette heure, on peut faire des meetings Zoom, on est obligé de prendre l'auto, des fois. Ouais. Il va toujours y avoir quelque chose, puis c'est ça qui assure la survie de l'espèce. Tes enfants doivent être des machines à dealer avec le stress. Écoute. Quand tu as bâti ton fils au Scrabble, il a dit est-ce que tu seras atteint dans ton ego? C'est ça qui a fait sauter une note. Là. Écoute, il a tellement gagné le petit bonjour. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit un mot. Puis il dit, viens ici. Puis là, il m'a pris dans ses bras. J'ai dit, oh, mon tabarnak. Puis il avait raison. Puis écoute, ça a été long. J'en revenais pas. Je dis, moi, plus que quiconque, incapable. J'ai recommencé à jouer au Scrabble avec lui, mais c'est récent. Il y a eu un petit post-traumatique, le Scrabble. C'est vraiment fascinant comme discussion. Il y a une question que tu m'as pas posée avant que tu me laisses partir. Non, mais t'as peu. Moi, je l'ai en tête depuis tantôt encore, puis on va y revenir, mais juste une affaire avant d'aller à cette question-là. Quelqu'un qui nous écoute, parce que là, c'est comme Dom disait tantôt, c'est facile à dire, très difficile à faire, tu sais, de réaliser que tous les obstacles, on peut les surmonter, que le stress, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Mais il y a sûrement du monde qui nous écoute en ce moment qui, tu sais, dans la période dans laquelle on vit ou dans leur vie en général, sont en détresse. En détresse, puis paralysés par ça, puis incapables de faire de se distancer de la situation pour analyser que finalement, c'est un stress qui va se terminer, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là? Tu sais, c'est quoi les recours? Est-ce que tu peux avoir de l'aide de gestion de stress? Est-ce qu'il y a du monde qui font ça? Comment est-ce que tu peux t'en sortir ou du moins entamer une solution par toi-même? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, tu peux déconstruire, reconstruire, tout ça. Comme on disait tout à l'heure. Bon. Ce qui est un excellent début si vous avez jamais fait l'expérience. Ben, je vais commencer au début, puis je vais t'amener jusqu'à la fin. OK. Let's go. Ce que tu décris, là, non, mais ce que tu décris, je ne veux pas te parler de ça des psychologues, tout ça, c'est pas ça que je veux dire. Non. Ce que tu décris, c'est la difficulté que l'humain a à réguler qu'on appelle une émotion. OK? On est super bon, nous autres, pour réguler une émotion positive, on a dit ça. OK? Mais dit qu'on n'est pas bon pour négocier une émotion négative. Quand l'humain a une émotion négative, c'est comme s'il y avait une patate chaude dans les mains, il ne sait pas quoi faire avec, puis là, il veut s'en débarrasser tout de suite parce qu'ils nous ont dit qu'il faut se débarrasser de l'émotion négative. Puis là, on vient fou, là, c'est la fin. Et pourtant, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Et je leur dis toujours, une émotion négative, c'est la même affaire que la douleur. Hein? La douleur, c'est pas le fun. On n'aime pas ça, avoir la douleur. Non. Mais à quoi ça sert, la douleur? Ça sert à dire, enlève ta main du poêle, c'est chaud. Ouais. Bien, de la même façon, c'est quoi une émotion négative? Une émotion négative, ce n'est rien d'autre que ton cerveau qui a détecté un nœud puis qui dit, écoute, tu as un nœud dans ta vie. Il y a quelque chose. Maintenant, revenons à la douleur. Quand tu te brûles sur le poêle, tu as mal. Qu'est-ce que tu vas faire pour enlever la douleur? Tu vas te couper la main? Non, tu vas attendre. Bien, pourquoi d'abord, quand tu as une émotion négative, tu veux tout faire, tu veux vendre le char, tuer le chien, whatever, t'en débarrasser au plus vite possible. Moi, j'ai tout fait. C'est la faute du chien, bye le chien. Avec tes mains, là. Et donc, et ça, j'en parle dans, je ne sais plus, à chacun son stress, la meilleure façon, c'est de faire la même affaire qu'avec la douleur. Rien. Là, on se calme. J'ai pas dit rien après 2 semaines. J'ai dit rien après quand tu sais, là, aujourd'hui, là, tu as une mauvaise journée. T'as une mauvaise journée. That's it. OK, on en revient. Tu pas le chien pour ça, là. Non, tu fais rien. Et maintenant, regarde bien ce que je veux dire. Les chercheurs ont commencé à étudier les émotions négatives, puis ils ont dit, les gens n'aiment pas ça avoir des émotions négatives, ils capotent. Mais combien de temps ça dure? Parce que des fois, quand tu es dans l'émotion négative, tu dis, ça y est, plus jamais personne va m'aimer, c'est ma vie est finie. Puis là, tu vois, là, 17 milliards d'années en avant. Puis là, ils ont dit, puis là, tu vas te dire, je vais toujours me sentir de même. Right? Là, ils ont dit, combien de temps ça dure? Ils ont étudié 27 émotions. Combien de temps ça dure? Et là, à chacun son stress, j'ai fait le tableau des durées d'émotions négatives. Celle qui dure le plus longtemps, c'est la colère. Et elle dure maximum 48 heures. Donc, voici. Moi, là, je peux te jurer que quand j'ai donné des journées dark, là, OK, premièrement, je n'essaie même pas de savoir pourquoi, je suis comme une. Et je ne fais rien. OK, je fais ça depuis 1 an et demi, puis je teste. Je pars mon timer, je dis, on va voir si ça fonctionne. Je me suis jamais rendu plus rien faire pendant une heure. Rien. Puis je vais l'annoncer, je vais revenir à ça tantôt. Je vais dire, par exemple, à mes enfants, quand j'habitais avec eux autres, là, moi, c'est peut-être pas le temps de demander quelque chose parce que moi, m'en va pas bien. OK? Et donc, puis là, je pars le timer. Je me suis jamais rendu à plus que 38. Et là, moi, me lever un matin, puis là, je me trouve super hot, mais j'ai rien fait, moi, là. C'est juste l'émotion qui s'est en allée. D'accord? Maintenant, si ton émotion négative te suit depuis 2 mois,
OK, là, t'es next level. Là, Ouais. tu as besoin d'aller chercher de l'aide en psychothérapie, etc. Mais vous seriez étonné de voir le nombre de fois que l'émotion va lâcher. Donc, à rien faire est une option. Maintenant, tu dis, non, je ne veux pas rien faire. Donne une couple de trucs. Une affaire qui fonctionne admirablement bien, on ne sait pas pourquoi, c'est nommer l'émotion. On n'a pas appris ça. Ils apprennent ça dans les écoles aujourd'hui. Moi, on dit qu'on n'est pas bon. On a appris la trigonométrie puis les iroquoiens, ça va, là, mais on n'a pas appris ça. Puis ça, je trouve ça dommage quand même. Nommer l'émotion. Puis quand je dis nommer l'émotion, nomme l'émotion. Quand tu dis à quelqu'un, OK, t'es en émotion négative, tu dis, OK, nomme l'émotion. La première affaire qu'ils vont faire, ça va être, je vais bien ou je suis enragé noir. Là, c'est beau. Et ce que je faisais, par exemple, avec mes enfants, je disais, pousse. Pousse, ça veut dire, va plus loin, enlève des pleurs. Regarde bien ce qui va arriver. Là, je suis enragé noir. Ouais, c'est beau, pousse. Je suis contrarié. OK? Continue, pousse. Je suis fâché. OK, pourquoi? Je suis gênée. Puis là, tu te rends compte que tu as donné un commentaire, que ça t'a gêné, ça t'a contrarié, tu as fini en rage noir. Et une fois que tu as fait ça, arrête. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi tu as été gêné. Ah, laisse faire. Tu vas voir que plus tu vas nommer, plus ça va ouvrir. Tu sais, quand je te disais que tu n'étais jamais en haut, là, plus ça va ouvrir. Commence juste par faire ça. Puis annonce tes couleurs. On ne parle pas assez de ça. Je suis en rage noir aujourd'hui, it's a bad day. That's it, that's all. Et donc, on va faire ce genre. La deuxième affaire que tu peux faire, qui fonctionne bien, écris comment tu te sens. Pas à 60 mots minutes à l'ordi, là, à la main. Pourquoi? Parce qu'on écrit moins vite qu'on pense. Et ça ralentit l'hamster. Puis là, tu fais un beau cursif. Écoute, faut que tu te mettes... Et pour ralentir ton hamster, il y a des chercheurs qui vont même proposer de ne pas se relire. Parce que si tu te relis, tu vas réactiver ce qu'on appelle une rumination. Tu fais juste le sortir et c'est ça qui va faire que l'émotion négative... Fait qu'il faut arrêter de paniquer avec une émotion négative. On en a besoin de ces émotions négatives-là. C'est ça qui faisait qu'on était capable de survivre. C'est ça qui fait qu'on se dit... Je pense que je l'aime plus, mon chum, ou je sais pas quoi. Ouais. Ou, il faut qu'on se le dise à un moment donné. On n'a pas besoin de le crier sur les réseaux sociaux nécessairement. Puis ensuite, dire... Mais c'est sûr que si ça perdure dans le temps... Et là, je veux juste faire un petit aparté à chacun son... par amour du stress, le dernier, j'ai rajouté beaucoup de chapitres sur ce que j'appelle les tunnels noirs. Dépression, anxiété, burn-out. Moi, j'appelle ça des tunnels noirs. On a tous, puis vous êtes jeunes, les garçons, je suis sûre que vous avez tous quand même rentré dans un tunnel noir un jour. On a tous eu ça, on se dit, coudon, je suis déprimé, burn-out, etc. Puis on disait, une personne sur 4 qui va avoir un trouble mental, c'est pas vrai, c'est 8 sur 10. Les études qui disaient 1 sur 4, c'est parce qu'ils avaient mesuré juste à un moment donné de leur vie. Puis il y a des chercheurs qui ont dit, nous autres, on va les étudier pendant 30 ans. Puis ils montrent que sur 30 ans, c'est 8 personnes. Puis je mets une citation là-dedans qui est bien importante. Avoir un désordre mental à un moment donné de sa vie est la norme et pas l'exception. Quand tu es né, là, tes parents, ils se sont-tu dit, mon fils, là, il n'aura jamais une infection aux oreilles de sa vie? Ben non. Et pourquoi d'abord on dit, mon fils n'aura jamais un petit trouble anxieux? Mon fils Et donc, c'est tout à fait normal. Puis il y a des gens qui rentrent dans des tunnels noirs, qui vont s'en sortir avec l'aide de la médication ou avec l'aide de la psychothérapie ou avec sans aide. Il y a plein de gens qui s'en sortent sans aide, puis ils ressortent du tunnel noir à un moment donné, puis avoir en rattrapé un autre dans une Qui savait peut-être pas qu'il était là-dedans quand il l'était. Puis voilà. Donc, c'est sûr que quand tu dis, OK, là, je suis dans un tunnel noir, la misère, là, puis la lumière au bout du tunnel, je pense que c'est un train, fait que là, ça va pas bien. Fait que là, à ce moment-là, oui, je pense qu'on devrait. Puis j'en parle dans le livre aussi de quel genre d'aide aller chercher. Parce que moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu vas chez le médecin, il va te donner des antidépresseurs, il va dire, va voir un psychologue. OK, on fait ça comment? On va où? Comment on cherche quoi comme psychologue? Et donc, j'ai dit, dans ce livre-là, j'ai vraiment tout mis en disant, comment tu vas faire pour aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec? Trouver celui qui est bon pour toi. Exactement celui qui est bon pour toi. Puis posez-vous une question quand vous voulez aller voir un psy. Puis pour moi, un psy, là, puis j'ai élevé mes enfants comme ça, c'est l'équivalent d'un coach. Tu vas pas voir un psy parce que tu as un trouble mental. Tu vas voir un psy parce que tu veux garder ta santé mentale. C'est un coach. Tu restes en santé. Et donc, la question bien importante à se poser, c'est, je veux-tu un gars ou une fille? Parce que ce qui est important en thérapie, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. On se magasine un psy comme on se magasine un chum ou une blonde. Il est tout à fait possible que tu rentres, puis tu sors, tu dis, non, la chimie, c'est pas là. C'est pas à faute du psy, il n'y a juste pas d'alliance entre vous deux. Change de psy. Puis je vais chercher un jusqu'à temps que tu tombes sur un, tu vas le savoir, tu vas sortir, tu vas dire, ah, oui! Continue, ça va marcher. Si tu restes dans une thérapie puis tu n'as pas l'alliance thérapeutique, puis c'est juste une question de chimie, tu perds ton argent. Puis si, il faut vraiment que tu te demandes, veux-tu parler à un gars ou à une fille? Dépendamment du problème, dépendamment de peu importe. Puis une fois que tu as tout compris ça, en général, t'en as pour ton argent.
Avant de te laisser partir, c'est fascinant. En tout cas, je continuerai pendant des heures. La question était de savoir quelle est la différence entre un gars et une fille quand vient le temps de capter le stress. J'étais là, c'est quoi la question depuis tantôt? Il cherchait, je le regardais. C'est quoi la question? Ouais, il y a une différence entre les sexes et les genres sur comment on gère notre stress. Mais c'est drôle, on va partir en rien, c'est parfait. On diminue nos hormones de stress. J'ai une question pour vous autres, les gars. Quand j'emmène du monde... Tout est micro et macro. Là. Tout est là-dedans. Tout est dans tout. Quand j'emmène du monde dans mon labo, des gars et des filles, puis je les stresse, qui est le plus réactif au stress, les gars ou les filles? J'ai tendance à dire les gars. Les gars sont 6 fois plus réactifs au stress. 6 fois? Oui. J'ai tellement de misère à stresser des filles. Ah ouais? J'ai tellement de misère à stresser des filles, ça n'a pas d'allure. Les filles vont rapporter plus de stress subjectif. Mais quand tu mesures physiologiquement, c'est les gars. Le stress imminent. Ouais. Et donc, les chercheurs avaient dit, là, je vais aller plus loin parce que c'est trop drôle et je vous laisserai sur ces paroles. Mais les chercheurs ont dit, c'est pour ça que les hommes ont plus de maladies cardiovasculaires. Mais c'est plus vrai, d'abord. Hein? Puis deuxièmement, les femmes sont plus déprimées. Fait que c'est pas si simple que ça. Fait que c'est les femmes sont plus déprimées, c'est vrai? Oui, 2 pour 1. Hein? Ça commence à l'adolescence. Okay. Et c'est les chercheurs allemands qui avaient montré que les hommes étaient plus réactifs au stress. Fait qu'on jasait avec les chercheurs allemands. J'ai dit, pas si simple que ça. T'sais. Puis j'ai dit, ça doit dépendre de d'autres facteurs. Puis un des facteurs qu'on sait qui va diminuer le stress, c'est ce qu'on appelle le soutien social. Quand tu es stressé, reste pas chez vous tout seul, tu vas ruminer. Appelle des chums, là, fais quelque chose, ça va t'empêcher de ruminer. Fait que les chercheurs allemands ont fait l'étude et dit OK, on va regarder si la différence homme-femme est encore là quand on donne du soutien social à la personne avant de la stresser. Fait que la première étude qu'ils ont faite, ils ont dit aux hommes, amenez votre épouse pour vous donner du soutien social avant d'être exposé au stress. Puis ils disent aux femmes, amenez votre époux pour vous donner du soutien social avant d'être stressé. Fait que comme ça. Ça s'en va. Ouais, tu le sais. Hein? Fait que là, ils font ça. Puis là, ce qu'on observe, c'est que les résultats veillent de base. C'est maintenant madame qui est plus stressée que monsieur. Donc, ce que ça dit, c'est que monsieur, quand sa femme est là pour lui donner du soutien, ça diminue sa réactivité au stress. Et madame, quand c'est son mari, ça augmente sa réactivité. Puis moi, je me souviens, je suis dans un congrès. Sounds about right. Écoute, je suis dans un congrès quelque part à Amsterdam avec les Allemands. Je dis là, les garçons, vous n'allez pas publier ça. Vous allez vous retrouver dans le Times Magazine. N'a pas trop expliqué. Comment t'expliques ça? J'ai dit, c'est peut-être juste un effet de sexe, homme-femme. Il dit, OK, on va refaire l'étude. Fait qu'ils refont l'étude, puis cette fois-ci avec des gens du même sexe. Donc, aux hommes, ils disent, amène ton best chum de gars pour te donner du soutien avant d'être stressé. Puis aux femmes, ils disent, amenez votre best chum de fille pour. Et ça revient comme c'était. C'est les hommes qui sont 6 fois plus réactifs au stress que les femmes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les hommes et les femmes ne bénéficient pas des mêmes personnes en temps de stress. Monsieur semble beaucoup bénéficier du support de sa copine, tandis que les filles vont beaucoup bénéficier du support de leur copine aussi, des gens du même sexe, OK? Et donc, ça a roulé pendant bien longtemps. J'ai parlé de ces résultats-là pendant 10 ans, puis à un moment donné, je promenais mon chien. Et là, je dis, attends une minute, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Parce que stress égale survie de l'espèce, right? Ouais. On recommence. Monsieur, quand sa femme est là, ça diminue son stress. Madame, quand son mari est là, ça l'augmente. Question à 200 000 $, à quoi servent les époux? En termes de stress. À voir venir le mammouth? Je sais pas, tu comprends? Je dis, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Je dis, il faut que ça ait ça. Et donc, je me suis toujours posé cette question-là. Puis à un moment donné, je tombe sur un article d'une gang de chercheurs américains qui ont répondu à la question. Ils se sont posés la même question. À quoi servent les époux? Il faut qu'ils servent à quelque chose. Et ça va être des bonnes nouvelles pour vous autres, les garçons. Fait qu'ils ont fait l'étude. Ils ont pris 3 groupes de femmes. Un premier groupe, le mari était juste là, il faisait rien, c'était juste sa présence, puis là, il stressait madame. L'autre groupe, le mari était là, puis il lui donnait du soutien sous forme verbale, comme dans les 2 autres premières études, ça va bien aller, bon amour, confiance en toi. Et dans le 3e groupe, monsieur donnait du soutien à madame sous forme physique par un massage aux épaules. Et les résultats, que j'ai bien sûr encadrés dans ma cuisine, ont montré que seul le massage aux épaules diminuait le stress de madame. Donc, le rôle de monsieur, c'est vraiment pas verbal, c'est vraiment un apport physique. Et dans Par amour du stress, je le dis carrément, bon, messieurs, à chaque fois que je dis ça, vous vous demandez, c'est-tu juste un massage ou c'est n'importe quoi de physique? Est-ce qu'une relation sexuelle pourrait déstresser madame? Tout porte à croire que oui. Il y a des études qui me l'ont montré. Imaginez qu'il y a même des gens qui font ça en laboratoire. On est utile, finalement. Ça sert à quelque chose. Mais assurez-vous que madame n'est pas déjà stressée par les petits à s'occuper de tout ça, parce que là, ça ne fonctionnera pas. Mais voyez-vous comment c'est... Je ne ferai pas la vaisselle, mais je vais te faire l'amour, par exemple. Je ne suis pas sûre que vu de même, ça va fonctionner. Fait que moi, si j'étais vous autres, je commencerais par le massage aux épaules. Mais vraiment, donc, les différences sont là, mais sont assez subtiles. C'est fascinant. Mais, mettons qu'on prend 3 minutes juste pour... pousser cette question-là un peu plus loin, là, parce qu'il y a une vidéo que j'avais vue, je pense, qui date de 2015 sur YouTube, où est-ce qu'à la fin, tu parles aussi d'identité de genre puis d'orientation sexuelle, que ça avait un effet. Donc, puis tu sais, c'est comme...
pas super à la mode, on dirait ce temps-ci de dire les hommes sont plus comme ça, puis les femmes sont plus comme ça. On aimerait penser que biologiquement, on est un peu le même, quand je pense que des fois, scientifiquement, empiriquement, on voit des différences. Mais est-ce que c'est biologique ou c'est identitaire ou c'est social? Bonne question. Tu vois, moi, là, à un moment donné dans ma carrière, j'ai arrêté de me poser ces questions-là parce que j'avais pas la capacité intellectuelle d'y répondre. Parce que je donnais un cours dans un de mes cours à l'université sur sexe et genre, la différence entre sexe et genre. Donc, sexe, c'est les variables biologiques, genre, les variables plus sociales. Et j'avais plein d'étudiants qui me disaient, là, Madame Lupien, là, vous n'êtes pas à jour sur votre littérature. Je dis, ouais, vous avez complètement raison. Là, parce qu'on s'est souvent posé la question, est-ce que ce qu'on est en train d'observer, ce sont des effets biologiques ou des effets de genre? Et donc, j'ai formé un étudiant qui s'appelle Robert Juster. Je vous suggère de l'inviter parce que c'est capoté ce que lui fait. Et lui a ouvert le laboratoire LGBTQ plus et stress. Et donc, il va étudier ça. Par exemple, il m'a donné un exemple bien simple. La première question de Robert, différence homme-femme. Peu importe la cause, on la voit pareil. Pas moi de l'inventer. J'amène du monde dans mon labo. Les gars, ils vont réagir 6 fois plus que les filles. Que je le veuille ou pas, c'est ce que j'observe. On le voit. C'est vrai de même. Là. Maintenant, la question que Rob s'est posée, c'est maintenant, si on tombe en orientation sexuelle, qu'en est-il des hommes homosexuels et des femmes homosexuelles? Est-ce qu'on va avoir la même différence? Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à des personnes homosexuelles de venir au labo. Il les a stressés et il montre que les hommes homosexuels réagissent comme les femmes hétéros en termes d'hormones de stress. Donc, ils ne réagissent pas beaucoup au stress. Et c'est l'inverse pour les femmes homosexuelles. Donc, ce qu'on observe en science... Ce serait l'orientation sexuelle plus que le sexe. En fait, non. C'est ce qu'on appelle une interaction entre le sexe et le genre. Donc, tu as ton sexe biologique, tu as ton genre, puis là, les deux interagissent, puis vont modifier toutes ces résultats. Écoute, c'est d'une complexité, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Et celui qui est capable de parler de ça bien mieux que moi, c'est vraiment Robert, là, qui ne fait que ça. On va l'inviter. C'est intéressant, ça ouvre la réflexion à tout un autre débat. Là. Vraiment. Un énorme merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'était super. C'était bien le fun. C'était vraiment le fun. Vraiment le fun. Merci Je pense que les gens vont vraiment apprécier. Merci. Yeah.